Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de The French of the World. Je crois qu'on est au 14. Aujourd'hui, je suis avec Sophie, Salut. qui nous vient de Belgique. Je suis vraiment content de tourner un épisode aujourd'hui. C'est un des derniers que je vais tourner à Montréal, mais j'en ai quand même quelques-uns de prévus. C'est un peu aussi la fin de la saison de The French of the World. On verra ce que je ferai après, juste pour un peu teaser à mes auditeurs. Je rappelle le contexte, le concept pour les gens qui connaissent pas et qui me découvrent avec ce podcast, avec cet épisode. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français, qui commencent à bien comprendre le français, mais qui sont pas encore très très forts forcément, et qui veulent en apprendre un peu plus sur le monde francophone, sur la francophonie en général. Et donc j'invite des gens de différents endroits dans le monde pour avoir des conversations tranquillement, et puis quand il y a des mots compliqués, je m'arrête dessus pour un peu expliquer pour que ce soit plus accessible. Je vais essayer d'être attentive à ça aussi. Ouais, bah écoute, c'est mon rôle, toi tu fais comme tu peux. Sophie. Merci de me recevoir. Ouais, je suis vraiment content de te recevoir. Pour la petite histoire, j'ai mis un message dans le groupe Facebook des expatriés français à Montréal ou un truc comme ça. Je pense que c'était immigrants à Montréal. Ouais, immigrants ou les Français même. C'était peut-être des Français. Dans le réseau des Français. Elle est infiltrée parce qu'elle est belge. Et d'ailleurs, Oui. tu vas un peu nous raconter. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu où est-ce que tu as vécu et où tu viens? Ok. Bon, en gros, assez simple. Je viens de Belgique, qui est un petit pays. Donc, je viens entre Bruxelles et Lille, une ville française. De l'autre côté de la frontière, Tournai, et c'est les environs. J'ai vécu la majorité de ma vie en Belgique, à Namur, à Bruxelles et à Leuze, pour ceux qui connaissent. Contournable, en vrai. Mais l'année dernière, je suis partie voyager en Amérique du Sud et en attendant mon visa pour l'immigration. Au Canada. Ouais. Et j'avais prévu de partir du côté anglophone et pas du côté francophone. Probablement un petit problème d'ego. J'avais envie de parler en anglais et pas en français. Compréhensible. Mais mon karma m'a rattrapée. J'ai pas du tout aimé Toronto. J'ai vraiment pas eu de coup de cœur pour la ville. Et donc, je suis venue pointer mon nez à Montréal pour prendre un peu l'air. Et puis finalement, j'ai adoré la ville. Et du coup, on est là. Nous on fait voici. ce podcast. Totalement une erreur. Mais t'es arrivé à Montréal il y a quoi? Il y a 2 mois, c'est ça? Un peu plus? Non, il y a un peu moins. Je suis arrivée, je suis arrivée le... Non, allez, ça fait un peu plus d'un mois. Je suis arrivée le 28 octobre. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, c'est le jour de mon anniversaire. Oh, c'est vrai. Bon anniversaire en décalé de ce moment. Merci. Et donc t'es arrivé juste avant la première neige. Oui. Ben, en fait, je suis arrivée, il a neigé un tout petit peu, quelques flocons, mais je l'ai senti comme un bienvenu. Et puis après, pas de neige. D'ailleurs, on a eu très très peur, on s'est dépêché d'emménager avant la neige. Ouais. Puis finalement, elle a traîné. Enfin, elle est plus tôt que prévu pour les locaux, mais du coup, ouais, première neige, trop bien. Ouais. Comme une enfant. Vraiment. T'aimes bien toi la neige? Tout le monde m'a dit oui, mais on en reparle dans 4 mois. Et j'étais là, mais laissez-moi kiffer. Non, mais laissez-moi apprécier magique. maintenant. C'est magique la neige. Ouais, féerique à fond. Vraiment, c'était trop beau. Est-ce que tu fais des sports dans le froid Oui, j'adore le ski. De montagne, ouais. J'adore le ski. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis d'aller skier presque tous les ans depuis que je suis petite. Et je vais skier dimanche. Donc, trop bien. Ouais. Super, donc la neige, c'est de bon augure. Oui, la neige, j'aime bien la neige. Ouais, de bon augure, ça veut dire que ça annonce des bonnes nouvelles. Ça annonce quelque chose de bien. C'est ça, de bon augure, il me semble que ça vient de la mythologie. Ouais, les augures, c'est des oracles, des prédictions positives, je pense. C'est vieux. Oui. Ouais, c'est super vieux. Ouais, ça m'est venu comme ça. C'est bon. Et donc, moi, ça m'intéresse un peu plus d'en savoir un peu plus sur d'où tu viens. Donc, tu m'as donné plusieurs villes en Belgique. Mais c'est quoi, toi, là où tu pourrais dire que c'est chez toi, c'est ta maison, ce serait quelle ville? Oh, c'est une question un peu difficile pour moi de répondre. Je dirais en Belgique que ma maison... en vrai, j'ai plein de maisons. Ouais. j'ai un peu... Je tombe pas tant amoureux des gens, mais je tombe vraiment très fort amoureux des lieux. D'accord. Et c'est vrai qu'en Belgique, il y a Namur qui est vraiment une ville où j'ai fait mes études. Je suis pas restée vivre très longtemps, mais Namur, c'est vraiment le goût de la liberté, des premières découvertes. Donc pour moi, ma ville de cœur, c'est Namur.
Et la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps, hormis la petite ville où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, c'est Bruxelles. Bruxelles que je porte aussi très très fort dans mon cœur. D'accord. Ouais. Mais bon, après, j'ai vraiment tendance à aimer beaucoup d'endroits. Donc ouais. En Belgique, je dirais que c'est 2 villes particulières qui ont... Ok, Namur, c'est une ville étudiante? Ouais. C'est une ville étudiante, c'est une ville d'étudiants jeunes aussi. Bon, il y a après évidemment les universités où les personnes continuent de faire de la recherche et de travail dedans, mais il n'y a pas de master, à part quelques exceptions, il n'y a pas de master, donc c'est plutôt des baccalauréats, jeune, donc c'est très jeune. Mais après, il y a une vie, c'est très tranquille, il y a une vie locale qui existe, il y a plein d'art, il y a plein de créativité, ouais, c'est vraiment... C'est cool. Ouais. Écoute, j'avais jamais entendu le nom de Namur, et c'est un peu une blague avec ce podcast, mais c'est vraiment un gros office du tourisme pour oui, j'avoue. plein de à Namur, c'est incroyable. Ça, donc voilà, vous pouvez rajouter ça à votre Namur, liste. allez à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est une ville où je suis jamais allé. Je vais être honnête, j'ai entendu pas mal de mauvaises choses. C'est quoi ouais. C'est quoi, toi, qui te plaît le plus à Bruxelles? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu viens de dire Bruxelles? J'ai dit Bruxelles, et c'était ma prochaine question. Bruxelles ou Bruxelles? Bruxelles. En fait, tous les Français vont probablement... pas tous les Français, j'exagère, mais la plupart des personnes françaises vont te dire Bruxelles. Et non, c'est Bruxelles. Ouais. C'est Bruxelles, ouais. Okay. J'ai une amie qui dit Bruxelles, je sais pas trop pourquoi, mais... Ouais, c'est naturellement... quand je vois Bruxelles, toute ma vie, en fait, je pense que je dis Bruxelles. C'est quoi, toi, qui te plaît à Bruxelles, hormis le fait que t'as vécu pas mal d'années là-bas? Je dirais que c'est une ville qui est très tranquille pour une capitale aussi. En fait, il y a vraiment ce truc de potentiellement pouvoir vivre dans une grande ville, d'avoir la sensation d'être dans une capitale. C'est la capitale de l'Europe administrative, etc. C'est vraiment, c'est vraiment une ville. La Belgique, c'est assez... c'est un tout petit espace, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a énormément de créativité à Bruxelles. Il y a énormément... Le monde musical est incroyable. Le monde créatif aussi. Moi, j'ai eu la chance d'arriver là-bas. Je pense que j'avais... je sais pas quel âge j'avais. J'avais quelque chose comme 23 ans. Et je suis partie l'année dernière. Donc, c'est vraiment un endroit où je suis restée. J'ai eu l'occasion de grandir, de faire mes expériences professionnelles là-bas. Et ouais, c'est vraiment une ville... à la fois pleine de possibilités et à la fois toute tranquille. C'est un village, Bruxelles. Donc. Ah ouais Tu décrirais ça comme un village? Intéressant. Pourtant, c'est plus gros que Lille, j'imagine. Oui, c'est une capitale. Bruxelles, c'est grand. Mais la vie là-bas, la perception, la vie de quartier, les espaces qu'il y a... Je la vends bien, quoi. Allez-y. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment une vraie chouette ville. Où c'est accessible encore, il y a évidemment l'inflation est partout, mais c'est une ville qui est accessible, qui est agréable, ouais. Bah écoute, tu me l'as bien vendu. C'est trop cool. L'aime. Et quand on avait parlé la dernière fois, tu m'avais dit que toi aussi, enfin moi j'avais partagé que j'aimais plus les endroits où c'était un sens de communauté, me faire inviter chez les gens, ne pas avoir tellement de barrières. Est-ce que tu dirais qu'à Bruxelles ou la Belgique que tu connais, c'est un peu plus comme ça? Ça tend vers ce... En Belgique, il y a une forme d'amitié très forte tout de suite. Enfin, pas d'amitié, amitié pour la vie. Mais il y a pas de barrière. Quand tu rencontres quelqu'un, a priori, tu rencontres la personne telle qu'elle est. Il va pas avoir de petits reculs ou de jaugements. Après, évidemment... C'est une généralité et c'est probablement pas le cas partout, mais de manière générale, oui, il y a quand même cette facilité d'aller chez les gens. Moi, personnellement, je ne fais que inviter des gens. C'est trop bien. En vrai, c'est parce que je suis assez peu sorteuse et donc je préfère avoir les gens chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a une ouverture qui est, je pense, propre aussi à la Belgique, aux personnes qui sont belges. Trop bien. Et je te comprends sur... tu préfères inviter des gens chez toi plutôt que sortir. Non, je ne sens pas. Moi, c'est pareil. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intime que d'aller dans un bar. Ouais. C'est juste... Après, ça peut partir aussi. Hein. Ça peut être une soirée inattendue et assez chouette. Mais il y a cet aspect cocon. Et c'est ça que j'aime de manière générale dans ma vie. L'aspect cocon, c'est ce que je retrouve à Bruxelles, ce que j'ai trouvé à Namur. D'avoir des villes qui sont un peu des villes doudou, des villes où on est chez soi très vite. Je pense que Bruxelles et Namur, c'est surprenant parce que j'ai eu l'occasion de vivre dans une ville étudiante à côté de Marseille qui s'appelle Aix-en-Provence. Ouais, je suis allée. Tu connais? Et t'en as pensé quoi, toi, de Aix? J'ai trouvé ça très chouette. Après... assez chaleureux, mais en termes de chaleur, genre le soleil tape et donc pour moi c'est un peu trop chaud, comme j'aime bien le froid. Je suis à Montréal, c'est pas pour rien. Mais non, j'ai trouvé que c'était une chouette ville. Après moi je l'ai vécu comme une touriste, j'y suis passée 3 jours, donc
Est-ce que j'ai un vrai avis à donner? Peut-être pas, mais j'ai trouvé ça chouette. Ouais, c'est très beau. Ouais. C'est très historique pour le Ouais. coup. Il y a eu tellement de choses là-bas qui se sont passées. Et c'est aussi une ville étudiante. Je connais pas la. Enfin, il y a beaucoup de vieux et il y a beaucoup d'étudiants. C'est un peu un Namur mélange aussi. bizarre. Ouais. C'est peut-être un. Ça arrive souvent, malheureusement. C'est bizarre comme. Enfin, j'aime bien, mais. Enfin, bref. Et j'ai trouvé que justement, moi, j'aime bien aussi. Comme j'ai bien aimé l'expression que tu as dit, une ville doudou. Et pour les auditeurs, un oui. doudou, ouais, c'est vraiment. Alors là, vous enfoncez dans le français profond, c'est trop bien. J'aurais jamais pensé à parler de ça, c'est super. Un doudou, c'est une peluche. Ouais. Des fois, il y a des gens qui ont des carrés de Ouais, tissu. de tissus qui sont enroulés. Ouais, c'est un. C'est un souvenir d'enfance, C'est ça. Une peluche d'enfance qu'on a gardée. C'est les enfants quand ils aiment bien, je pense, c'est un peu, ça retient une odeur, ça retient. Souvent, c'est quelqu'un qui l'offre. En tout cas, moi, c'était comme ça. Puis après, ça devient pour toujours. C'est ça. Et du coup, c'est la peluche. C'est toujours là dans ton lit. C'est l'animal. Alors, en anglais, c'est drôle parce qu'ils disent pas animal empaillé, mais presque. Un animal rembourré. Tu vois? Ouais. Stuffed animal. Oh, waouh! Ouais. Okay. Et c'est un peu bizarre. Alors, nous, on appelle ça les peluches. Oui, et il y a une peluche. Enfin, moi, j'en ai eu plein quand j'étais enfant. Et il y en avait une où c'était la plus importante. Donc, c'est ça, l'expression de ville doudou. Donc là, j'ai. On y revient avec douceur. Ouais, c'est ça. Je pense que pour les villes, moi, c'est ce que je ressens, quoi. À chaque fois que j'y retourne, j'ai vraiment cette sensation de douceur, de souvenirs cool, positifs, qui me mettent vraiment tout de suite bien. C'est ça. Et je pense que c'est intéressant parce que tu as dit que tu t'attaches facilement au lieu. Et j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont cette attitude à s'attacher au lieu. Et est-ce que tu penses que c'est parce que quand tu étais jeune, déjà, t'as changé de lieu ou c'est juste quelque chose qui t'est venu naturellement? Je pense que j'aime beaucoup le mouvement. Après, pas trop parce que ça finit par me fatiguer. Mais j'aime beaucoup le mouvement. J'ai beaucoup envie de départ, d'exploration. Et c'est vrai que même quand j'étais petite, j'allais à droite à gauche tout le temps chez les autres. Et je pense que j'ai une envie comme ça d'aller voir ce qu'il y a devant moi. Et je sais pas pourquoi je m'attache aux villes. Mais après, l'envers du décor, c'est qu'il y a des villes que je déteste. Ah, c'est comme ça. Comme si c'était des humains que je n'aimais pas. Donc j'ai des villes que j'adore et j'ai des villes que j'aime pas trop. Voire pas du tout. Et bon, après, en vrai, tout vient de moi. On s'entend, la ville ne m'a rien fait. Mais bien sûr, mais ça vient aussi de comment je suis à ce moment-là, de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, de découvrir, qu'est-ce que je suis prête à recevoir aussi à ce moment-là. Donc Donc du coup, il y a des villes que j'aime un peu moins. Ouais, mais je te rejoins sur ça. Je trouve que c'est important. Enfin, c'est pas important, c'est juste que c'est plein d'émotions. Une ville, c'est vivant, mais en même temps, c'est comme une grosse masse inerte. Et c'est les odeurs aussi. Je sais pas si toi, ça t'affecte. J'avoue, moi, j'ai pas un bon odorat, non. Je sais pas. Moi, je trouve qu'à Montréal, c'est pas les odeurs. Je sais pas, c'est peut-être le climat aussi qui fait que... Parce que l'odeur du froid, ça, je comprends ce que c'est. Le piquant sur le visage et tout ça, c'est quelque chose que je ressens fort aussi ici, que j'ai ressenti un peu en Amérique du Sud. Mais je pense qu'il y a aussi... Ça imprime... La ville où t'es à un moment donné de ta vie, elle imprime une version de toi. Qui n'est pas forcément la meilleure version. Hein. Moi, il y a plein d'endroits, genre Namur ou Bruxelles, il y a plein de moments où j'étais pas la meilleure version de moi, ou en tout cas, j'étais une version de moi en devenir, en construction. Et c'est vrai que... peut-être que j'ai de la douceur, j'ai de la bienveillance sur qui j'étais dans cette ville à ce moment-là. Et un peu le combo de cette partie de vie. Non, je suis d'accord. Moi, quand la première fois que je suis revenu chez moi, après avoir passé 4 mois au Canada, dans ma ville natale, c'était assez émouvant, dans le sens où j'ai eu tellement de souvenirs, parce qu'en plus, c'est une petite ville. Donc on est 35 000, 80 000 en été. Ville balnéaire oblige. Mais quand je suis arrivé, j'ai marché dans les rues, je suis allé aux endroits où je passais du temps avec mes amis. Beaucoup de mes amis ont quitté ma ville. Donc c'était vraiment... c'était intense. Et c'était il y a plus d'un an déjà. Il y a un an. Et donc j'avais pas aimé cette première expérience de revenir chez moi et de repartir. Ça m'avait vraiment chamboulé. Est-ce que c'était plus le départ ou le retour? Je sais pas, c'était un peu des deux, parce que genre j'étais en train de m'acclimater à Montréal, et puis d'un coup ça m'a cassé mon rythme. Après c'est aussi ma famille, tu sais, quand je suis retourné les voir, ça m'a fait
je me suis rendu compte à quel point il m'avait manqué. Non, me dis pas ça, Noël arrive. Ah ouais, tu rentres pas. Non, je rentre pas. Ouais, on peut en parler ou pas en parler. Non, on peut en parler carrément, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Bah, après, le fait de partir, ça double ta réalité, en fait. D'un coup, t'as 2 vies, ou 3, ou 4, selon où tu vas. Et moi, je le ressens fort comme ça. T'as 2 vies, et ta première vie, elle n'est pas mise sur pause. Les gens continuent de vivre dedans. Vrai. Et toi, t'es en train de faire une deuxième vie qui est très très cool aussi, mais du coup, bah, elle se superpose pas. Tu dis vie, VIE ou ville parce que ça... Vie, 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 la vie. Parce que j'ai entendu les deux. Ouais, pardon. Tu as une double vie. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, juste les lieux, et même quand tu voyages, tu vas me dire si ça te fait pareil. Moi, les premiers jours où j'arrive dans des villes, dans des nouvelles villes où je veux un peu passer du temps, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Je me sens très mal, et puis très bien, et puis très mal, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, en fait j'aime bien. Et t'as ça à toutes les villes ? Ça dépend aussi avec qui je suis. Okay. Quand je suis avec des amis, bien sûr ça rend la chose plus facile, parce que quand je suis avec mes amis, je rigole, je sors, je fais des choses. Des discussions et tu penses. Mais là, tu vois le panneau derrière, ça c'est la ville de Porto. Oh, ouais, j'ai quelque chose à dire avec la ville de Porto. Ah, super. J'ai un ami de Porto, par contre. Je vais me censurer. Ouais, je suis arrivé là-bas, j'ai pris cette photo le 2e jour. C'est ta photo ? Ouais, c'est ma photo. C'est 4 photos sur le mur. Okay. Sur le mur. Je vais juste prendre une vidéo. Parce que je veux que ce soit un podcast immersif. Je vais juste prendre une vidéo, au moins vous voyez. Par contre, tu n'as pas mis de citation de femme. C'est vrai, pas de citation de femme, mais c'est pas les dernières. C'est pas les dernières. Voilà, au moins vous voyez ce qu'on voit. Hop. Ok, Porto. Ouais. Porto, j'ai adoré. Au final, c'était très très positif. Les premiers jours, avec le décalage horaire, arriver seul, j'avais trouvé des gens de Montréal. Ah oui, ok, parce que j'allais dire, si tu venais de France, il n'y a pas tant de décalage. 1 heure. Ouais, alors 7 heures, là, m'a mise pas bien. ok, de Montréal, ok, d'accord. 1 heure trop tard. Et non, ça m'est arrivé à Porto parce que c'était mon premier vrai voyage tout seul, où j'étais vraiment seul. Ultra fondateur un mois. de partir seul, je trouve. J'ai adoré. Okay. Mais c'est quoi, toi, ton histoire avec Porto ? Mon histoire avec Porto, c'est on revient de 7 mois d'Amérique du Sud, où on devait rester un peu plus. Je rappelle, parce qu'on est parti en Amérique du Sud en attendant notre visa pour le Canada. Et puis, le Brésil est un peu compliqué comme pays. Au moment où on revient de trek, de marche en montagne, avec nos doudounes et nos chaussures de bottes, on a nos tentes et nos réchauds dans les sacs à dos. Et on arrive au Brésil où c'est le feu, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le carnaval. Donc il y a vraiment une énergie qui nous aspire et on n'est pas du tout prêt pour cette énergie. On vient de la montagne d'Amérique du Sud, l'Argentine, la Patagonie, Ushuaia, etc. On est vraiment dans un autre rythme. On arrive au Brésil où on est un peu surpris par ça. Il y a plein de choses personnelles qui se passent à ce moment-là. Et du coup, on décide de raccourcir le Brésil, de stopper le voyage, de rentrer en Europe. Mais comme on a des égos, on décide de ne pas se dire on va pas revenir directement en Belgique, on va arriver au Portugal. Parce que Rio, Lisbonne, c'est un vol direct, c'est assez facile, les connexions Brésil-Portugal. Donc on arrive à Lisbonne, ville que j'adore, j'étais déjà allée, j'ai vraiment beaucoup d'amour aussi pour cette ville-là. Puis on remonte petit à petit jusque Porto. Et Porto, pourtant j'ai un ami qui vient de Porto. Donc beaucoup... on arrive avec beaucoup de joie dans cette ville qui est la sienne, prêt à la découvrir, etc. Et en fait, moi, je suis malade et je suis fatiguée et je suis saoulée en fait, de mon voyage et j'en ai un peu marre de bouger, en fait. Ça, alors que c'est l'essence même de ma vie. Avec le voyage. Ouais. C'est tellement facile de romantiser. Oui, il y a plein d'aspects, en vrai, pour moi. Alors que... Ouais, mais vas-y. Mais du coup, j'ai en plus il faisait gris et je sais pas, j'étais pas au bon moment, au bon endroit et moi après c'est ultra personnel, je pense que si je retourne, j'adorerais, mais moi j'ai vraiment eu dur avec Porto. En plus c'était en travaux partout. Ouais, et revenir en Europe, c'était aussi bizarre comme sensation. Tu vois ce que tu disais avec ton départ de
partir, revenir, Mhm. tu t'adaptes à quelque chose, à une manière de vivre, à une manière de penser, même si on s'entend. J'ai vécu la plupart de ma vie en Europe, donc j'ai pas vraiment de... Je reviens en terre inconnue. Mhm. Mais il y a un peu ce truc d'acclimatation pendant 7 mois où tu as essayé de capter la vibe, la manière de vivre. En Amérique du Sud, les horaires, c'est complètement différent que de l'Europe. Ouais. C'est vraiment autre chose. Et ouais, me retrouver... Après, les Portugais sont incroyablement gentils, donc c'était très très doux comme transition. Mais ouais, me retrouver en Europe et avec cette sensation aussi que le voyage s'arrête pour de vrai. Tu vois, quand on est à Rio et qu'on décide d'arrêter le voyage, Et 7 on n'a pas mois, encore c'est arrêté le long. voyage. Ouais. C'est long, tu dois changer en 6 mois. En plus, j'ai l'impression que tu changes plus avec la nouveauté et le changement. Enfin, le changement de. Tu changes avec le changement, bien sûr, ouais. Lucas. C'est vrai en plus. Non, avec le changement de décor, le changement de fréquentation. Ouais. Et en 7 mois, tu as dû en voir des gens. Oui, ouais. Bah, beaucoup sont devenus des amis, en vrai. Trop bien. Ouais. Mais après, pour moi, tu vois, le changement, je suis pas sûre que tu le perçois tout de suite ou pendant. Enfin, tu vois, pour moi, le gros d'un voyage, c'est vraiment le départ, c'est de rassembler assez de courage pour se dire, vas-y, j'y vais. Et de te retrouver dans quelque chose que tu as voulu, que tu as construit, que tu as élaboré, que tu as piloté, et te retrouver en fait dans ce que tu as construit, tu vois, un peu comme si ça s'inverse, et que tout d'un coup, c'est plus toi qui es aux commandes, tu vois, c'est ta décision à la base. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et là, tu es pris dans un truc où bah, tu dois un peu vivre ce que tu as décidé, le toi du passé a décidé. Ouais. Mais après, ouais, il y a quelque chose d'assez facile en vrai de voyager. Et tu fais un peu un vrai jour au jour le jour. Moi, le temps a ralenti pour moi quand j'étais en voyage. C'est vraiment passé très très lentement. Ce qui était étrange aussi comme perception, parce que la vie va super vite en vrai. Et j'étais un peu en mode genre, waouh, ça ne fait qu'un mois. Et waouh, ça ne fait qu'un mois et demi. Alors que j'avais la sensation, mais tout est nouveau. Donc chaque journée est remplie. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ce que les personnes de télé-réalité disent, si tout est décuplé. Tu m'apprends quelque chose, j'ai pas du tout j'ai consommé la télé-réalité à mes heures perdues, il est vrai. Mais c'est vrai que oui, il y a un peu ce truc de découverte permanente, donc je pense pas que tu as le temps de capter que tu changes. Et quand tu reviens, c'est aussi de la découverte, parce que tu reviens avec quelque chose. Moi, j'avais vraiment la sensation que mon esprit était plus élargi vers l'Amérique du Sud et qu'il y avait tout un terrain que j'avais vu, que je connaissais, qui existait pour moi, mais qui n'existait pas pour les autres. Et donc, c'est comment toi, tu reprends une place dans la place que tu as quittée, mais qui n'est plus vraiment la même. Et pour moi, ton changement, je pense que tu le perçois quand tu rentres, parce que tu as une difficulté à retrouver ta place. Mais après, tu le perçois positivement avec la distance. Tu vois, là, ça va faire 1 an. L'année dernière, j'étais en Argentine. Ce qui s'est passé. Et encore, tu vois, je suis à Montréal, donc je suis encore dans un mouvement, encore une dans autre un phase. changement. Ouais. Donc pour moi, j'ai pas la sensation que ça soit fini. Ouais. Mais oui, j'imagine que tu changes de fou en vrai. Ouais. Et puis, dans mon expérience, pour ramener un peu au thème de ma chaîne, tout ça, moi, le plus gros changement que je vis, c'est quand j'apprends une langue. Oui. J'ai appris une langue. Ton expérience avec l'espagnol, tu peux nous raconter un petit peu ? Bah, déjà, moi, j'ai très, très dur pour apprendre une langue, même si maintenant je parle anglais, je parle espagnol quasi. Je ne sais pas parler dans le passé, mais je parle quasi espagnol. Je suis capable d'avoir une conversation, etc. C'était vraiment important pour moi de pouvoir être sur place et parler en espagnol. Avec tout ce que ça implique aussi Enfin, tu vois, l'espagnol, c'est pas la langue qui était à la base en Amérique du Sud. Donc c'était aussi étrange d'apprendre une langue qui est la langue des colons et qui est pratiquée, parlée là-bas partout. Donc c'était aussi une réflexion sur, tiens, je suis en train d'apprendre une langue que les gens parlent là-bas. C'était évident pour moi que je voulais apprendre l'espagnol. Mais en même temps, c'est pas... Enfin, on sait quelle est la charge de ça. Et du coup, j'ai fait un peu des cours d'espagnol avant de partir. Je remercie, je n'ai pas de partenariat, mais je remercie Duolingo qui m'a sauvée avec ça. Et c'est vrai qu'après, le fait de parler, d'être en immersion, et puis en Amérique du Sud, ils n'ont pas besoin de parler une autre langue que l'espagnol, excepté le Brésil, qui est en vrai un continent à soi. Mais c'est tellement de gens qui parlent déjà espagnol, pourquoi ils devraient parler une autre langue, tu vois, vu qu'ils sont tellement beaucoup. Ça n'arrive pas, en fait. Non. Oui, c'est ça. Ils n'apprennent pas l'anglais, là-bas, de ce qu'on m'a dit. Il y en a quelques-uns, mais dès que tu t'approches des circuits qui sont très touristiques, par exemple, j'allais dire sur le trek du Machu Picchu, mais en vrai, je suis pas sûre qu'ils parlent anglais. On parlait italien, espagnol et français, parce qu'on était avec un couple d'Italiens qui sont aussi devenus des amis. Et oui, c'était un espèce de melting pot.
de mélange de plein de langues et en fait tu te comprends en remplissant ce que ça veut dire chez la langue de l'autre. Tu parles un peu plus pour dire la même chose, mais... Et par contre, quand on est arrivé au Brésil, je pense que ça participe aussi à la fracture, à la sensation de fracture avec le voyage, c'est qu'on est arrivé après 6 mois et demi à parler espagnol et on arrive dans un pays où on m'avait dit oui mais t'inquiète avec l'espagnol tu vas un peu te débrouiller et en fait pas du tout. C'est pas la même langue. Je peux lire du portugais mais je ne sais pas parler et ça aussi ça a participé à une sensation de se dire qu'est-ce qu'on fait là, on sait pas s'exprimer, on sait même pas demander son chemin, ou au pire si on sait demander son chemin on n'est pas capable de comprendre ce que les personnes... C'est bien de savoir dire ça me fait rire ça à tous les guides de voyage, demandez ça mais la réponse tu la sais la réponse ça prend pas plus qu'un guide pour comprendre, c'est un peu débile. C'est bien, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est plus pour montrer du respect qu'autre chose quoi. C'est ça. Et en vrai ça, donc je pense que ça a été aussi difficile à vivre aussi d'un point de vue de l'ego, de se dire ça fait 6 mois et demi que je vis ma meilleure vie en comprenant, et en plus c'est gratifiant d'apprendre une langue et de sentir que les personnes que tu es capable de tenir une conversation avec quelqu'un qui ça évolue quoi. Donc c'est vrai que c'est gratifiant et puis tu connectes, tu découvres, on a rencontré plein de personnes, on a été capable de passer des moments avec eux, les fêtes, donc c'était gai de pouvoir s'exprimer. Et puis c'est vrai que quand on change de manière très abrupte et qu'on se retrouve dans un pays où on parle pas du tout, ça c'est un peu... Et ça m'arrive pas parce que normalement je parle anglais, donc l'anglais t'amène quand même dans plusieurs endroits du monde, et là c'était très très frustrant. Mais il y a quelque chose avec l'anglais que je trouve qui est un peu, je vais pas dire réducteur, mais tu comprends l'idée. Quand tu vas dans un endroit, l'anglais forcément c'est la langue que tout le monde est censé un peu apprendre pour parler avec des gens qui viennent d'un autre endroit. Et quand tu parles anglais avec des gens qui viennent, je sais pas, de Hongrie, ou des gens qui viennent de pays qui ont rien à voir avec l'histoire, tu sais, c'est un peu bizarre, et je trouve que c'est pas l'expérience de quand t'as des connexions un peu avec les locaux, c'est pas la même expérience parce que tu comprends pas tellement ce qu'ils veulent dire des fois. Toi, même si ton anglais il est pas fou, t'as du mal à vraiment t'exprimer. Mais après, l'anglais, c'est génial, on s'entend, mais je trouve que apprendre la langue du peuple... Oui, ça change complètement. C'est la meilleure manière d'entrer en contact avec le peuple. Et puis eux, ça leur fait tellement plaisir. J'allais dire, c'est facile de leur faire plaisir comme ça, mais... moi, c'est ce que j'aime bien dire avec les langues, faut juste s'y mettre. Quoi. Oui, il faut s'y mettre. Et toi, tu t'es mis avec l'espagnol, donc c'est super. Et mais après, je pense que c'était facile aussi comme... Enfin, tu vois, genre, ça me semblait pas si difficile parce que c'est proche de ce que je connais. Et du coup, j'avais un peu une espèce de... heureusement que je pars en Amérique du Sud, parce que si j'étais partie en Inde, je suis pas sûre que j'aurais appris... Et c'est vrai que là, il y a un peu cette réflexion de se dire, élargissons un peu ça. Mais par exemple, quand je suis partie en Slovénie, je tenais super bien le bonjour, que j'ai oublié d'ailleurs. Et on se retrouve dans la situation où les personnes te répondent en mode « Hey, mais comment tu vas ? Incroyable que tu parles slovène !» Et moi, j'étais là genre « Ah !» non, c'est compliqué, c'est une langue slave. Même si t'as... Oui, c'est ça. Mais après, voilà, trop chouette. J'aimerais beaucoup voyager en Asie et au Moyen-Orient. Et c'est vrai que oui, la question se pose. Je suis là en mode, t'as appris l'espagnol pour partir en Amérique du Sud. Maintenant, ça ouvre la porte. En fait, je trouve que la deuxième langue, c'est important, mais en fait, si tu réfléchis bien, c'est ta deuxième langue. Et la langue d'après, en fait, c'est le moment où tu te dis... c'est facile. C'est pas que c'est facile, c'est que je peux le faire. Je l'ai fait c'est 2 fois. C'est accessible, oui, c'est ça. Est-ce que j'essaierai pas une 3e fois ? Et puis après, c'est... Oui, j'ai trop hâte d'apprendre la 4e langue. Et puis après, voilà, c'est... D'ailleurs, toi, du coup, la 4e, ce serait quoi ? Oui, parce que je suis une mauvaise belge, je ne parle pas néerlandais, ni allemand d'ailleurs, qui sont les 3 langues officielles de Belgique. Et est-ce que ça t'intéresserait un jour d'essayer, ou... si tu veux qu'on coupe ça au montage, pas de soucis, tu me fais signe. Non, mais en tant que personne... En vrai, il faudrait que je parle néerlandais, au minima néerlandais. Parce que toute la région néerlandophone de la Belgique quasi comprend et parle le français. Ça se perd un peu parce que maintenant il y a un peu l'anglais qui vient unifier et passer un peu au-dessus du français et du néerlandais. Et il y a aussi le côté où le français ouvre plus de portes aussi. En vrai, le néerlandais, à part en Hollande où il parle extrêmement bien anglais, voilà. Bon, après, mon Dieu, je me fais écouter par des Flamands. Mais c'est vrai que oui, il faudrait que je parle néerlandais. Mais...
Après, est-ce Je que suis pas sûre que je vais. c'est ça le truc, c'est que il faudrait, est-ce que c'est juste parce que ça serait bien ou Oui, t'en ferais il quoi faudrait parce avec? que c'est la langue, c'est une des langues officielles Ouais, de mon ouais, pays, mais après, je me rends aussi bien compte que j'apprends des langues parce que j'ai envie de partir voyager et que a priori la Belgique c'est pas certainement pas la Flandre où je vais aller m'installer. Mais bon, c'est aussi une fuite, mais après je me rends compte que je suis capable de, alors pas de comprendre, mais que mon oreille, à force d'avoir appris des langues, Oui, accroche. l'exposition Ouais. aussi que tu as eu avec Et je suis pas néerlandais, sûre j'imagine. qu'aujourd'hui ce serait une telle montagne que c'était il y a Ouais. quelques années en arrière quand Ouais. j'étais confrontée au néerlandais. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, je serais capable. Ouais, en plus avec l'expérience, Oui. l'espagnol. L'anglais en vrai. Puis même, j'ai l'impression que bon, il y a toujours ce mythe de les enfants, ils apprennent vraiment bien. Et il y a Ouais. il y a vraiment deux côtés à ça, à cette deux côtés à cette, je sais pas comment Tu veux m'exprimer. dire quoi? Genre, j'ai l'expression anglais qui me vient et c'est horrible, j'aime pas quand ça m'arrive. Bref, il y a deux côtés à ça. Il y a le côté, oui, les enfants, ils parlent mieux, mais en même temps, en fait, les enfants, ils parlent mieux parce que ils sont, bah, c'est bête, mais ils sont plus bêtes. Ils sont plus Oui, non, mais stupides. bien sûr. Donc Mais forcément, même, eux, il faut regarder comment on apprend les langues. Ouais, Nous, on va apprendre une langue, on va apprendre un cahier, un bic et écouter des Ouais. règles de grammaire. Un bébé, il fait pas ça, il t'écoute Ouais, juste pendant 2 ans et au bout d'un moment, il ouais, sait parler. ouais, même On sait pas un par enfant, magie, mais... Oui, oui. ouais, un enfant, Donc, en fait, et puis Tu surtout passes les pas par les enfants, règles de grammaire. Il y a ils pas de sont- jugement. Alors, c'est même pas qu'il n'y a pas de jugement, c'est juste que les enfants, ils sont bombardés d'émotions tout le temps. Et eux, ils sont, quoi qu'il arrive dans leur vie, ils sont bombardés d'émotions, ils n'ont pas la stabilité, enfin, à part la stabilité qu'ils ont de leurs parents, mais Quand ils l'ont. toute nouvelle journée, c'est une aventure pour un enfant. Donc, si tu amènes une nouvelle langue, bah, ça change rien un peu à leur quotidien, parce que de toute façon, ils sont dans une phase de changement qui est telle, Ouais, ils bien sont en sûr. train de grandir, et puis eux, quoi qu'il arrive, ils s'amusent et ils trouvent comment s'amuser. Et puis en fait, en faisant ça, les enfants, ils le font, ils réfléchissent pas. Oui, oui, non, Le mais bien concept sûr. d'excuse, il arrive à l'adolescence. Oui, hein. il n'y a pas de côté réflexif non plus. Il y C'est a ça. ce truc de, bah, en fait, c'est comme ça, c'est là, ça Mhm. existe en soi, plein. Il n'y a pas de, ah tiens, mais il faudrait que, nanana, et Ouais, nanana. ouais. Même le fait de choisir, par Et exemple, là, puis- on disait, ça va être quoi ta 4e langue? En fait, c'est un choix. Donc, ça veut dire que Ouais. je suis à l'origine d'une décision, je m'embarque dans quelque chose, j'ai une responsabilité par rapport à ça. Un enfant, s'il est exposé à une langue, Ouais, quelle qu'elle soit, au il a- final, ce sera celle-là il a qu'il pas apprendra. aussi il a pas aussi j'aimerais apprendre ça, c'est mon objectif, Oui, voilà, je vais c'est être ça. C1 là-dedans. Oui, oui, c'est ça. J'ai Enfin, trop envie d'aller un voyager. enfant Bah, bien parlerait sûr. jamais comme ça, mais Oui, pardon, Vous c'est comprenez, vrai, c'était un peu mettez-vous un peu, réducteur. un peu un effort les auditeurs là. Mais ouais, c'est, et puis l'autre côté à ça, c'est que les adultes, ils ont vraiment genre la sagesse pour le coup que un enfant n'a pas, et ils ont aussi la résilience. Ouais, et puis après, t'apprends une langue avec un objectif en vrai. Ouais, Je pense que quand t'es adulte, t'apprends pas une langue sans objectif. ben, Même en fait, si c'est juste pas l'objectif tellement de savoir. l'objectif, c'est la direction. Parce que l'objectif, ça implique que tu as un point d'arrêt. Oui. Alors que oui, oui. apprendre une langue, c'est un jeu qui s'arrête jamais. C'est Non, un ouais, jeu je que tu comprends. vis à vie. Moi, je sais que les langues que je parle, bah, déjà, c'est arrogant de dire que ça y est, j'ai réussi. Non, bien Et sûr, on s'entend. puis jamais, genre, j'aurais toujours envie d'apprendre, et ça fait partie du jeu. Même d'évoluer dans la langue. Ouais, En c'est ça. vrai, les niveaux ça. de... Et même les accents, les endroits où on... Surtout l'anglais, les endroits où on parle Ouais. en vrai, entre Ouais, il y a eux-mêmes. ça, et puis c'est juste que c'est tellement complexe. Oui. Il y a toujours du nouveau. Et donc les adultes, vraiment, ils ont cette capacité analytique. Et s'ils arrivent à sortir un peu de leur tête et à se mettre au travail et à faire ce qu'ils doivent faire, ils ont des capacités Ouais, d'apprendre. monstrueuses. En fait, Après, en vrai, les adultes peuvent faire beaucoup de choses s'ils se posent un peu et qu'ils réfléchissent. ouais, non, mais en fait, il y a aussi ça, c'est que dans les années... les neurosciences, c'est une science qui est très jeune. Les débuts de la neuroscience, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu trash, mais c'est grâce aux soldats qui ont été blessés, mais pas tués, Ouais, au ouais. cerveau, qu'ils ont Les effets compris plein de choses. post-traumatiques et ouais. Ils ont compris plein de Oui, choses. oui. Ils avaient des trous de Après, balles, et puis ils ont guerres, compris les sont choses. passées- Enfin, on sort du sujet, mais les guerres, il s'est passé plein de choses aussi. Ouais. Au final, même le travail des femmes, il y a Ouais, plein de ah ouais, libérations, non, mais il y a plein de choses on peut en parler qui pendant arrivent. des heures. Donc oui, non, c'est clair que de toute façon. Et puis les neurosciences au début, il y a une des fausses hypothèses en fait qui était que le changement du cerveau, la neuroplasticité, elle s'arrête à l'adolescence. Et c'est pas tellement que ça s'arrête, c'est juste qu'elle est différente après.
Il y a des gens qui sont très vieux qui ont réussi à utiliser la neuroplasticité. En fait, c'est des circuits, c'est des systèmes que tu peux ouvrir un peu fermés. Et ça, c'est grâce aux expériences. Et bien sûr, les expériences positives, c'est cool. T'aimes de la musique, c'est des bonnes expériences, ça va te changer un petit peu. Mais les vrais changements, comme tu as pu le remarquer en voyage, c'est quand c'est dur, quand tu vas pas bien. Non, c'est clair. Oui, bah de toute façon, les plus grandes expériences de vie, les plus négatives, amènent beaucoup de choses derrière. Sûr. Oui, on est certain. Et avec les langues, c'est que les adultes, ils ont un peu cette aversion, ils évitent les situations négatives. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, si tu te retrouves... Parce que apprendre une langue ou ne pas savoir parler une langue en société, ça amène plein de choses. Tu perds l'humour, tu perds un peu de précision, de nuance, de clarté. Tu deviens vraiment à un niveau... C'est ça, tu deviens idiot le temps de parler assez bien. Et après, ici, on parle de cas où on est en voyage, c'est très gai, on est privilégié, mais dans mon ancien job, on était souvent confrontés à des personnes qui venaient d'arriver de guerre, de plein de choses, qui venaient d'arriver dans le pays. Et même tout le processus d'expliquer qui elles sont, ce qui les amène là, le processus de défense, etc., ben en fait, d'un coup, on les infantilise à fond, on parle avec eux comme si c'était des bébés, des enfants. Encore, je veux pas non plus réduire mais vraiment, il y a un côté réducteur où, en fait, d'un coup, c'est comme si l'inverse en arrivait et que t'es même plus capable d'expliquer quoi que ce soit parce que t'as des basiques. Et encore, on s'entend parce qu'en vrai, plein de personnes apprennent très très vite beaucoup de langues. Quand c'est obligé, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix et ça fonctionne. Et c'est un peu sur ça que je capitalise un peu pour mon propre progrès à moi. Et tout ça pour se dire que les adultes, s'ils s'y mettent, même dans la quarantaine, la cinquantaine, c'est fou. Mais après, je pense que ça réveille aussi d'autres choses. C'est pas que, allez, je me pose et j'apprends une langue. Il y a plein de barrières, il y a plein de pensées limitantes qui arrivent. C'est exactement ça. Le problème des adultes, c'est quoi? Ils sont capables, mais après, ils sont bourrés de freins et de... ils sont capables d'expliquer pourquoi ils le feront pas. Pourquoi ils peuvent pas le faire encore. Parce que là, ils seront il faut avoir ça, il faut avoir ci, il faudrait que j'ai ça, non, fais-le, et puis tu parles mais après. puis il y a plein de barrières, en vrai. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où même, tu vois, genre, typiquement, juste partir en voyage 7 mois, bah, ça a été un enjeu. Enfin, tu vois, genre, pour moi, la première, ça m'a pris des années à rassembler assez d'énergie, d'argent, de plein de choses. De courage aussi. 100% de courage. Alors que c'était mon rêve. Quand j'avais 18 ans, j'étais en mode, je pars tout seul avec mon sac à dos en Grèce. Et je l'ai jamais fait. Parce que plein de pensées limitantes. Et comme moi, j'ai décidé ça, autour de moi, il y a eu plein d'autres pensées limitantes de plein de gens, des peurs, de la jalousie, pas forcément méchante, mais tu vois, genre de l'envie de « Ah ben moi j'aimerais bien faire ça, mais je vais pas le faire, donc ne le fais pas non plus ». Il y a plein de choses qui tu vois, qui te bloquent, qui te limitent en tant qu'adulte. Et je pense que oui, il y a plus de capacité quand t'es un adulte, ou une adulte, mais t'as aussi énormément plus de limites que tu t'imposes toi-même, que la société... Qui viennent des capacités d'ailleurs, je suis persuadé. Donc pour moi, je pense que il y a un peu ce truc aussi de... Et c'est en ça que les voyages, les mouvements sont ultra libérateurs, transformateurs et te changent fondamentalement. C'est peut-être que le moment du voyage où j'ai le plus changé, c'est le moment où j'ai dit vas-y, je le fais vraiment. Et où je l'ai tenu par rapport aux autres, par rapport à mes proches, à mes parents, aux personnes qui tiennent à moi et qui pourraient avoir des peurs de ça. T'as dû... t'imposer, c'est pas que j'ai dû leur m'imposer. Faire entendre. Non, parce que je suis grande. Non, mais en vrai, c'est surtout ma propre culpabilité que je devais tenir, tu vois, parce que quand tu dis à tes parents bon bah moi je vais partir, tu sais quoi, j'ai 30 ans, je vais arrêter de travailler, je vais partir en voyage pendant je ne sais pas combien de mois, et après ça j'irai peut-être au Canada si ça se met bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce discours-là, dans la société, t'as 30 ans, bah, peut-être travaille, mets de l'argent de côté, peut-être achète un bien, peut-être tu veux pas des enfants, peut-être il faudrait que et c'est pas le discours de mes parents, mais globalement, sociétalement, autour de moi, il y avait un peu ce truc de... C'est pas anodin aujourd'hui de se dire, bah vas-y, tu sais quoi, je pars 7 mois et je vais apprendre l'espagnol. Donc, pour moi, il y a aussi des limites au niveau... et de la culpabilité toi-même. Tu vois, mes parents, évidemment, qu'ils m'ont soutenu dans ce que j'ai fait, mais s'ils avaient pu choisir, ils m'auraient plutôt dit, bah non, prends ce job-là, mets-toi à Namur, tu vas être bien. Donc, il y a un peu aussi ce truc de moi... Qu'est-ce que j'impose à mes parents ? Tu vois, par exemple, qu'est-ce que j'impose à mes parents de ne pas être à Noël avec eux cette année, tu vois ? T'imposes par l'absence, en final. Oui, c'est ça. Et c'est ma décision qui les impacte. Ouais, c'est vrai. Après, c'est eux qui m'ont mis au monde, donc bon. Mais... toi, t'as rien choisi. Hein. Oui, mais après, voilà, c'est aussi toi, en tant qu'adulte, allez, pour pas classifier adulte-enfant, mais en tant que personne libre de tes décisions, est-ce que tu prends cette liberté, tu vois ? Est-ce qu'en tant que personne qui peut le faire, est-ce que tu le fais vraiment ?
Pas toujours. Je pense que ça va beaucoup faire penser mes auditeurs. Et honnêtement, j'adore ce discours, j'adore comment tu t'exprimes sur ça. Je pense exactement C'est pareil. cool, merci de créer l'espace aussi. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Et pour moi, c'est impressionnant le nombre de rêves qu'on est prêt. Mais rêve, ça fait un peu. C'est bizarre Non, de on dire s'entend rêve. Mais si, Mais des petits rêves. nombre, Des petits c'est des rêves. petits rêves, voilà, c'est ce que c'est. Mais le nombre de projections qu'on a Oui. et qui, en fait, on en parle, on le dit, et puis on l'imagine. Et puis au final, quand il faut que ça se passe, quand il faut que ça arrive, il y a sûrement une expression en français pour dire cette idée exactement, mais je la trouve pas. Quand il faut que... C'est là qu'il y a tout qui vient et qui t'empêche, en Ouais, fait. mais oui, t'as plein de blocages. En vrai, écoutez la petite voix dans votre tête. Ouais, Celle qui vous dit, et si j'allais partir en Amérique il du faut Sud. bien l'éduquer, cette petite voix. Non, quand non, même. on s'entend. C'est ce que je me disais, tu vois, je suis pas partie en risque, je suis partie entourée, je suis partie avec de l'argent, je suis partie avec de l'expérience de vie aussi, avec beaucoup de ça doit être je vais y aller, non, j'y vais pas, je vais y aller, non, j'y vais pas, bon, ok, maintenant j'y vais. Donc je suis pas partie avec rien dans mon sac à dos, je suis partie avec plein de choses que j'ai créées, construites, qu'on m'a données, que j'ai eu la chance d'avoir, etc. Donc oui, écoutez la petite voix dans votre tête, mais je veux dire, si vous avez envie, votre rêve c'est de partir faire un trek au Népal, ne partez pas demain faire un trek au Népal parce que vous avez écouté ce podcast, mais dites-vous, bah ok, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je m'en fous. Mon objectif, mon but, ce que je vais regarder comme cap et diriger toutes mes actions vers ça, c'est que j'ai envie d'aller faire un trek au Népal. Et peut-être que ce sera pas un trek au Népal. Peut-être que tu prendras un van et tu iras en Australie. Peut-être que tu vas faire autre chose. C'est quelque chose dans la même catégorie. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y a des choses... Pardon, micro. Non, t'inquiète. Tu décides et tu affines, en fait, et ta vie va t'amener petit à petit à ça, dans tous les cas. Et moi, je pense que... Enfin, un conseil qu'on m'avait donné et qui m'a pas mal aidé, bon, c'était pas personnel, c'était vraiment j'allais dire un gourou, mais non, un chaman. Ce mec, je sais pas si tu le connais, Tim Ferriss. Non, je connais pas. Voilà. Ne dis pas ça. je vais t'en parler pendant des jours. Okay. Non, en gros, son conseil dans ce livre, bah tiens, regarde, on peut le prendre directement. Bah, je suis désolé de te présenter ce livre parce que tu vas l'aimer. Tu vas juste l'aimer et tu vas juste... tu verras. Ma pile de bouquins est démentielle, mais même ici, on a laissé toutes les caisses derrière moi. Dans ce livre, il dit... déjà, il te dit, définis exactement ce que tu veux, ce qui te rend heureux, ce qui te donne le sourire. Tu vois quoi? Il est en anglais. Et oui, il est en anglais, bien sûr. En langue originale, toujours. Mais... T'inquiète. Mais il te dit définis ce que tu veux faire, ce qui t'intéresse et ce qui vraiment te fait vibrer, et puis après tu fais un tout petit pas dans cette direction, mais un truc que tu peux pas genre dire ah non en fait j'ai plus envie, c'est-à-dire t'as envie de faire un saut en parachute, bah t'es pas obligé de le faire demain, mais tu peux appeler maintenant, là tu peux appeler, tu peux demander des informations, tu peux regarder dans ton budget si ça peut rentrer, tu peux faire un vision board, board. Appeler tes amis et leur dire bon le mois prochain je veux faire ça, est-ce que vous venez? Et puis, une fois que t'as d'autres personnes qui sont incluses, là, tu vas pas dire « Oh, en fait, je peux pas... » Après, attention, c'est trop une bonne source de motivation, les autres. Mais ça peut être aussi ultra tétanisant d'avoir dit à tout le monde et de pas faire, finalement. Donc, moi, souvent, j'expérimente ça. Je me dis, vas-y, j'ameute la communauté. Je dis à tout le monde que je vais faire ça et ça va être incroyable et ça va être trop génial. Parce que j'ai sincèrement, profondément envie de le faire. Et puis après, il y a plein de choses qui arrivent de... en fait non j'ai pas envie, ou en fait non c'est pas possible, ou en fait j'ai envie mais c'est pas possible maintenant, et du coup il faut tenir. Ça m'est arrivé beaucoup, et mais après c'est un vrai moteur aussi voilà, c'est peut-être pas dans le temps qu'on veut, mais au final ça quand même ça donne de la motivation, mais c'est vrai que c'est un peu dangereux de moi je suis comme ça, je suis un peu un livre ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire qu'on peut entre livres ouverts, on se comprend. Ça veut dire qu'on peut lire dans moi assez facilement. Ça va être un livre ouvert. Et le problème, c'est que quand tu parles, quand tu dis je vais faire ça, je vais être là, je saurai ça. Et puis au final, pour ton subconscient, il n'y a pas grande différence entre le faire et le dire. Et tu sais, ça t'empêche, ça t'enlève l'énergie de vraiment le faire. Et ça, c'est un autre concept que j'ai lu dans un livre. Et c'est un peu j'allais dire un problème d'ego, mais c'est pas un problème d'ego comme on entend. En vrai, on est construit pour avoir des égos assez mais puissants. c'est l'ego qui te fait dire ah ben en fait je vais faire ça, je vais faire ci, je vais changer le monde. Et au final,
quand tu dois le faire, t'as encore plus de pression. Et c'est un truc que j'ai commencé à faire, c'est vraiment limiter ce que je vais faire, de dire aux gens, c'est tellement dur. Mais... c'est un combat. Mais par contre, le dire à soi, c'est bien. Genre, Ouais. le dire tout haut, ça te permet vraiment de... Genre... Toi, t'aimes bien la visualisation, les affirmations? Moi, je me parle beaucoup, mais même de manière inutile. Je dis beaucoup de choses aux gens. D'ailleurs, je fais ce podcast, genre le niveau. J'ai envie de communiquer avec les gens. Mais j'essaie de me dire des choses. Je fais du yoga. Et souvent, en début de session, on a des intentions qu'on se donne. Ok. Et c'est souvent ces moments-là où je me... Et c'est marrant parce que je fais du yoga depuis longtemps. Et c'est vrai, enfin même de manière générale, je me parle depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps. C'est cette envie de liberté, que tout va bien se passer. Donc ça, je me le dis très souvent. C'est des affirmations que je garde. Et aujourd'hui, genre, j'ai vraiment la sensation qu'il y a plein de choses, de micro-décisions, de choses que j'ai vécues graves et moins graves, qui m'amènent à aujourd'hui. Donc il y a vraiment un truc de... Tu vois ce qu'on disait, de suis ton cap et prends des petites décisions. Et même si c'est pas demain ou dans 3 mois, tu vois, mais juste petit à petit. Et aujourd'hui, je suis assez surprise de... Waouh. Genre, je suis très heureuse de là où je suis, je suis très heureuse des expériences et je suis très curieuse de ce qui va arriver, tu vois. Et j'ai plein d'envies, j'ai plein de rêves encore, et il y a plein de choses que je me culpabilise beaucoup parce que j'ai pas encore fait, ou peut-être que je le ferai pas, et je me dis genre, mais il faudrait que je fasse ça, et ça serait incroyable. Et en fait, je suis très en paix avec aujourd'hui, de projeter vers le futur, quoi. Que genre. c'est peut-être pas maintenant, mais genre, je vais apprendre une 4e langue, mais laquelle? Et j'ai pas développé la patience. Ouais, bah non, quand même, ça, il faut pas exagérer. Je me suis dit, j'ai développé la confiance. J'ai pas développé la patience, mais j'ai développé la confiance. Et j'ai super fort confiance maintenant. Même si, tu vois, c'est instable et flou. Tu vois, genre, j'adore cette image. Je ne sais pas qui me l'a donnée, mais je remercie cette personne, je ne sais plus qui m'a donné ça. C'est, tu vois, quand t'avances, c'est comme si t'avances de pièce en pièce et que les pièces sont pas allumées. En vrai, il n'y a rien, tu vois. T'allumes la lumière, il y a la pièce. Mais juste avant, t'es là en mode, oh putain, il fait noir. En plus, moi, je suis une trouillarde. Une trouillarde, ça veut dire qu'elle a peur. J'ai tout le temps peur de plein de choses. Peureuse, c'est un autre mot pour dire trouillarde. Genre, si je dois me lever et faire pipi la nuit, je suis en PLS, tu vois, je suis là. Et si quelqu'un était à gauche, si quelqu'un était à droite, ça engendre beaucoup de... Tu vois, je me parle pour me calmer. Mais il y a un peu ce truc de t'allumes juste la lumière en fait et la pièce est normale en fait, t'es là, ah oui ok, c'est juste la pièce est en Amérique du Sud ou la pièce est au Canada, mais tu découvres, cette image. Tu vois, j'aime cette image, tu découvres, genre t'enlèves la couverture, tu vois, c'est juste couvert mais ça existe et il se passe rien, hein. Oh waouh, yeah. C'est impressionnant. Faites du yoga. Non, faites ce que vous voulez. C'est bizarre parce que j'ai toujours eu un truc que je me suis dit depuis petit. Et c'est quand j'allais pas très bien, tout ça, j'ai des périodes un peu compliquées. J'ai un truc qui me donnait une paix, mais alors c'était instantané et j'ai jamais su l'expliquer. C'est, je me disais, le moment où tu vas bien, où tout est cool et tout, ça existe. Il existe ce moment. C'est juste pas encore. Et ce moment, il existe. C'est cyclique, il est juste un peu plus tard. Attends un peu, là c'est mauvais. Putain, c'est ouf de se dire ça jeune. Ouais, c'est peut-être une inspiration qui est arrivée d'un autre endroit, je pourrais pas dire. Et c'est un truc que tu retrouves dans le sport beaucoup. Oui. Même j'imagine le yoga, quand tu commences et quand tu dis j'ai expérimenté quelque chose d'assez étrange, toujours avec l'ego. J'ai fait beaucoup de yoga yang, donc c'est du yoga qui est assez sportif, on va dire. Tu vois, tu es quand même dans un mouvement continu, t'as chaud, tu transpires, t'en as marre, tu tournes un peu. Bon, j'ai un rapport avec le sport pas très amoureux, mais du coup le yoga yang c'est vraiment quelque chose qui est assez dans la force. Et là je fais du yoga yin depuis quelques temps et en fait je me rends compte que donc c'est du yoga plus doux et en fait c'est dans ces moments là que le mental il part, en fait mon mental devient fou et fou, devient incontrôlable et j'ai plus de mal à faire du yoga yin parce qu'en fait c'est là où tu te vois que juste tenir son esprit et tu vois se remettre, se revenir à soi, c'est ça le plus dur quoi, peu importe même le le côté méditatif. Ouais, je pense que c'est la difficulté de la pause ou l'immobilité, tu vois, on est tellement dans des manières d'être qui sont ultra rapides, ultra poussées vers l'avant. Moi je suis vraiment une personne qui est tout le temps en train de genre là je suis à Montréal et je suis en train de me dire et si j'étais partie en Colombie et si je faisais le Moyen-Orient, tu vois, genre il y a vraiment la projection toujours, et c'est vrai que le yin pour moi c'est ultra difficile en fait parce que ça me demande de me calmer, d'être dans le moment présent, ce que je ne suis absolument pas, ce que j'essaie d'être mais que je ne suis absolument pas et donc c'est plus dur. Et donc dans le yoga
j'imagine que après et puis sur le long terme, c'est vraiment génial. Mais quand tu dois t'y mettre, quand tu dois commencer à t'installer, quand tu dois aller, je sais pas si c'est dans une salle Ouais. de sport que tu fais ça, Non, c'est dans un studio. dans un studio. Bon, Ouais. après, le vrai défi, à mon avis, ça va être janvier, la neige. Ouais. Mais après, non, ça, franchement, le fait d'y aller, ça va. Ça va, ouais. Ouais, mais il y a toujours en tout cas dans le sport, quand tu vas à la salle de sport, tu fais ta première série. Et puis quand tu dois continuer, t'es Ouais, au plus ouais, bas. ouais. Oui, oui. Et puis c'est vraiment Non, cool mais d'être après, au plus bas parce que c'est toi l'endorphine et qui. toi après qui te. C'est ouais. toi qui te l'inflige. Mais une fois que tu arrêtes ta série et puis c'est fini, tu vas prendre ta douche, je sais pas. Moi, je fais des bains froids après. Je sais pas Oh, si waouh. t'as expérimenté les bains froids. Euh, C'est ça, c'est Je exactement prends, ça. je prends pas très fort des douches chaudes, mais je ne prends pas de bain froid non plus. Je suis Mhm. plutôt. Ah non, mais alors le bain froid, j'en ai fait un ce matin. Ah ouais, ah C'est ouais. c'est ma vie. Mais genre, tu mets de l'eau froide dans ta baignoire et Non, non, tu non, vas dans le c'est froid. c'est un Oh, gros. c'est les trucs avec les glaçons, la glace Alors, dedans. celui auquel je vais, c'est dans une salle de sport. Oh, waouh. Et Je savais pas dans que ça ma salle de existait, mais je sport. vais Et en trop fait, tester. c'est un petit bassin. C'est Ok, une oui, si, je vois. Et piscine, tu une te petite mets, piscine. accroupi Non, comme ça. on va dire que c'est la moitié de ma chambre, à peu Ah près. oui, quand même. C'est un carré qui fait la moitié de ma chambre. Ok, ok. Ok, je pensais que c'était un tout petit bac et tu, Non, sais, non, tu non, te mets non. comme ça. Donc en on mode peut genre, être 1, 2, 3, 5-6 dedans. 4. Ok, oh, ok. Et puis tu descends l'échelle, et puis les pieds, les genoux, Mon dieu, quel enfer. la taille. Et là, tu parles en quelle langue pour dire que t'es en PLS? Non, non, alors là, c'est des techniques. En PLS, ça veut dire position latérale de Ouais, c'est sécurité. ça. Bravo, bien Que joué. j'utilise un peu Bien trop joué. souvent. Alors, quand les gens disent je suis en PLS, ça veut dire je suis dans une situation inconfortable. Ouais, ben, en soins, Ouais, en c'est médecine, ça. c'est aussi une vraie position Ouais, pour ça éviter veut dire que de tu es. te vomir dessus. Ouais, ça veut dire que vous êtes inconscient et achevé un on peu te par met là. ouais, Mais c'est ça, et on te figurant. met- C'est oui, figurant. oui, c'est Figuratif. détourné pour C'est détourné. exagérer. Et le bain froid, quand tu commences, tout ton cerveau te dit qu'est-ce que tu Bah oui, fais, va-t'en. sors, Mais ça, c'est le tu vas yin. mourir. Qu'est-ce que tu fais là? Sans mourir. C'est pas une bonne décision que tu es en train Ouais, de ouais. prendre. Et toi, ton rôle, c'est vraiment de rester en fait. C'est ça qui est dur. Donc, il y a la partie dans le sport où tu dois faire le mouvement et donc tu dois Ouais. contrôler la puissance et la douleur. Et puis il y a l'autre partie, après m'être entraîné, où je dois rester 2 minutes, 3, 4, 5 minutes des fois dans le bain froid. Et ça te plonge dans un état de méditation, de Ouais, transe. ça m'étonne pas, ouais. C'est vraiment. Mais le froid, vraiment bien. c'est aussi considéré comme un truc de soin. Il y a beaucoup de thérapies par le froid. Ouais. Et même de manière générale, je pense que c'est très bon pour le corps. Ben, il y a eu pas mal d'études avec la dépression et les bains froids. Ok. Et même les douches froides. Ils ont trouvé quand même une grosse corrélation entre les gens qui prennent des douches froides et leur dépression et Ok. leur L'évolution, progression ouais. dans la dépression. Et en fait, ça te fait. C'est un peu. Comment dire? Ça peut un peu mimer les antidépresseurs. Ok. L'effet des antidépresseurs, ça change un peu tes tu vois, hormones. Et Les le bain froid, c'est ça. solutions sont. Parfois, je suis étonnée de ça aussi, mais au yoga, la respiration, que je ne suis pas du tout en train de faire parce que je ne respire pas quand je parle, mais mais la respiration, c'est un soin aussi ultra. Et on a oublié comment respirer aujourd'hui. Ouais. Ouais, non. Mais du coup, ouais, le froid, la mais respiration, le froid, c'est des basiques. c'est ce qui est thérapeutique, c'est que tu te forces à faire quelque chose. Ouais. C'est ça qui est thérapeutique, c'est que tout ton esprit te dit non et toi tu dis oui. Mais Ou l'inverse. Mais tu vois, par exemple, pour moi, c'est. Genre, je suis pas très à l'aise avec le concept de se forcer. Ouais. Tu vois, j'ai la sensation qu'il y a quand même une part de toi qui sait que ça va lui faire du bien et qui Ah bah oui, accepte. bah, ta partie Et- consciente. Ouais, mais ton corps aussi. Enfin, en vrai, moi, quand j'ai pas envie de quelque chose, mon corps, il est pas très chaud Mhm. pour le faire. Mais ouais, je pense qu'il y a. Même ton corps, il est un peu en mode genre, ok, je vais Non, souffrir, mais au bout d'un moment, j'accepte. le corps, il est obligé de se Oui, oui. réchauffer. Et d'ailleurs, la respiration, ça aide pour se réchauffer. Ça m'étonne pas, ouais. Si tu respires par le ventre, ça aide vachement. En fait, respirer par le Mais ventre, de base, c'est on oublie de génial. respirer. Et je trouve C'est qu'en plus, génial. quand on est une femme, on oublie encore plus de respirer par le ventre. Et oui, parce que qu'on ça nous fait un apprend- ventre. C'est ça, on nous Le apprend à rentrer corset, notre ventre. ouais, il faut pas. Et c'est fou parce que même si tu le conscientises pas, c'est tellement présent que en fait, ouais, respirer par le ventre, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui nous est retiré. Ouais, respirer mais par même, le ventre. je sais plus qui j'entendais dire ça, qui j'ai entendu dire ça. Un mec qui disait que les enfants,
quand les enfants, naturellement, ils respirent par le ventre. Ok, ouais. Et puis, je sais pas si c'est quel aspect de notre société fait que Tout d'un on coup, ils n'arrive arrêtent. plus tu et vas on se respire faire que avec dessus, ouais. la cage thoracique, avec le buste. Et en plus, les ouais. poumons, c'est la plus grande surface des poumons est derrière, dans notre dos. Ah Et on ouais? respire jamais dans le dos. Ouais, tu vas faire Comment une tu radio des respires dans poumons. le dos? Bah, tu respires, mais tu conscientises que tu respires en 360 et tu remets de l'air aussi dans ton dos. Et en fait, tes poumons, ils sont dans ton dos. La plus grande partie Ah est ouais? dans ton dos. Et donc, on respire soit à l'avant, rarement ouais. dans le ventre. Ah c'est vrai, mais Mais en fait ça nous c'est traverse. dans ton dos, évidemment, tes poumons sont partout. C'est entouré. Ah, Et là, du coup, là, c'est une réalisation que... Waouh. Mais du coup, j'ai réalisé ça il y a pas très longtemps. Et on visualise que l'avant et en fait pas l'arrière de notre corps qui est aussi capable d'être en respiration, quoi. Ah ouais, Enfin, qui est impressionnant. en vrai la base Impressionnant. même. Mais ouais, et t'as déjà essayé le sauna? Ouais, T'en penses quoi? ouais, ça va. Je préfère le. J'en sais pas comment je préfère le hammam. Mais Ouais. sauna, ouais, ça va. Mais je trouve que ça fait un peu partie des expériences comme ça de la vie où ton corps est mis un peu en turbulence et où t'es un Ouais, peu en mode c'est ça, genre. c'est un choc. C'est ton mental qui doit. Mais par exemple, je trouve. Enfin, là, pour revenir et faire un Mhm. parallèle, je trouve que le voyage, c'est aussi ça. Tu vois, parce qu'à un moment dans le voyage, tu vois, c'est romantisé, tu vas lire que des récits de voyage incroyables, et nan, 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 mais en fait, le voyage, il y a quelque chose de très très normal déjà de base. Enfin, c'est pas du tout incroyable de voyager, je trouve. Enfin, Mhm. tu vois, c'est rendu sexy, mais c'est pas. C'est très vendeur. Oui, c'est très vendeur, mais c'est. En vrai, enfin, tu vois, t'es ailleurs, mais il y a tout. Enfin, tu vois, c'est pareil. Enfin, vraiment, Ouais. à moins que tu partes vraiment vivre en cabane en Laponie ou dans un désert, ok, tu vois, là, t'es privé de plein de choses, mais en vrai, Mhm. voyager en tant que personne blanche, privilégiée, blablabla, en vrai, il se passe pas grand-chose. Et il y a un peu ce truc de... Bah, il y a des jours où, en fait, c'est difficile, tu vois, parce qu'il y a plein de choses à gérer de toi-même qui est en train de vivre toutes ces expériences et ton mental revient un peu au taquet en mode oui mais bon et ton Ouais, corps, faut se enfin faire moi j'ai eu des violence moments un où peu. mon corps était en turbulence et mon esprit aussi Mhm. en voyage et que en fait à un moment il faut accepter, tu vois, d'être là-dedans et d'être traversé par ça et que c'est ok aussi de pas être heureux en voyage. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Hein. T'es pas Ça, c'est heureux vrai, en voyage, t'es pas complètement. heureux quand t'immigrres et c'est ok, enfin il y a des moments où Non, c'est ouais, non, mais c'est de la difficulté pure. obligatoire. Mhm. Si tu passes... je vois aucun scénario où une semaine, un mois, un an de Mais voyage... non, c'est la vie normale en fait. Donc Ouais, dans ça, ta vie normale, tous les jours, t'es pas forcément, super joyeux. Ouh, pardon, excusez-moi le micro. Forcément, quand il y a toujours un... Je sais pas si tu connais, c'est qui? Anna Lemke. C'est une C'est pas une autrice? psychologue. Elle est aussi autrice. Ok, Elle a écrit le livre Dopamination. je connais pas. Ouais, donc en français, Nation Dopamine. Non, je connais Et pas. en fait, elle décrit le système de plaisir et Ah oui, si, ça me dit quelque chose. le Ok, ok, système ouais. de plaisir et de souffrance de manière Et de la très... récompense aussi, non? C'est pas ça? Ouais, bah c'est ça, plaisir, Ouais, contentement, Oui, je vois, ouais. de bonheur et puis de souffrance, de manière, je vais pas dire linéaire, mais c'est comme une aiguille qui va entre à gauche par exemple la souffrance et à droite le plaisir. Et elle dit que quand l'aiguille elle est d'un côté, eh ben, quand elle va revenir, elle va jamais revenir au centre, elle va revenir un peu Ah ouais? de l'autre côté, elle va aller plus loin que le Ok, centre. ok. Donc, par exemple, si il y a un exemple qui est assez clair quand les gens fument une cigarette. Ou prennent de la drogue. Ouais, la drogue. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Ouais, moi Que j'étais t'es à soit crédit, en fait. MDMA, Ouais, soit ouais. cigarette. pense que Je cautionne pas d'ailleurs Non, les gens. La coke aussi fait ça, je pense. Ah bah, toutes Moi, les j'avoue, drogues. je suis une trouillarde, on revient toujours à ça. Donc Toutes les drogues. C'est pas de drogue. Et donc du avec tout. la cigarette, c'est Mais assez, ouais. assez facile d'imaginer. Un fumeur, il va fumer une cigarette, il va se sentir très bon. Bah, en fait, Ouais. la cigarette, ça active pas mal de circuits dans notre cerveau. La nicotine, elle est un peu... on va dire qu'elle est un peu criminalisée, ou genre... c'est Oui, c'est oui, rendu c'est ça qui est pire pas que bien, ce que quoi, c'est ouais. la Yeah, nicotine. Le petit c'est rendu de Montréalais. Ah oui, c'est vrai que là, tu C'est m'as eu pas- là. Mais au final, c'est pas le pire dans les cigarettes. Et les fumeurs, quand, ils vont se sentir très bien. Et puis quand la nicotine, elle redescend, là, ça va être encore... Bah oui, c'est Ça les va être de downs, l'autre côté, en fait. ouais. Ils vont être pires, ils vont se sentir vraiment mal. Mm. Un autre exemple... Le voyage ne fait pas ça. Non, le voyage ne fait pas ça. Le voyage ramène l'aiguille au milieu, je pense, quand même. Le voyage ne fait pas ça parce que c'est pas... Enfin, si... Non, mais bah, Dans ça le affecte sens ton où corps, tu mais vas- ça affecte ton corps Mais c'est pas différemment le qu'un corps, produit, c'est ouais. l'esprit. Oui. Dans le sens où tu vas par exemple vivre une journée magnifique ou un temps super avec des gens géniaux
Et puis le jour d'après, il fait gris, c'est pas génial, c'est normal. Tout le monde, c'est un lundi, tout le monde va travailler, il n'y a pas grand chose à faire. Et Là, il va y avoir un peu plus de mélancolique. souffrance, voilà, de mélancolie. Ouais, je suis d'accord. C'est comme le samedi, tu te sens génial, et puis le dimanche soir, même si t'adores ton travail. Même si t'adores pas ton travail. Ouais, surtout quand tu adores pas ton travail, le dimanche soir, c'est jamais très, très gai, quoi. Non, ouais, c'est clair. Mais tu vois, ça, je trouve que ça fait écho aussi à ce qu'on parlait sur les barrières et les limites. C'est qu'à un moment, oui, le dimanche soir, enfin, tu vois, genre le dimanche soir, je trouve que c'est un objet de sociologie ultime, quoi. C'est vraiment. Ça comment marque ça la se fin de la semaine, ouais. Oui, comment ça se fait que. D'ailleurs, ici, après, je reviens sur ce que j'ai dit, mais la semaine commence le dimanche. Et ouais. Tu veux dire dans les calendriers ? Ouais, mais même dans les fiches de paie, dans les horaires, c'est très étrange pour moi. Parce que tu vois, du coup, je suis un peu en mode genre, ok, mais du coup, dimanche soir. En tant que Français et Belge, on est là en mode. Ils se sont trompés là. Mais non, mais en fait, c'est une autre manière d'être. Et tu vois, par exemple, là, je fais autre chose que du yoga, mais à mon cours du yoga du dimanche soir, elle disait, je suis super heureuse de commencer la semaine. Et tu vois, je me suis dit, genre, c'est le meilleur truc d'avoir interverti psychologie. C'est une vue de l'esprit, parce qu'en vrai, ça change pas grand chose. Ouais, c'est le même temps, en fait. mais ouais, et j'étais vraiment. Ça me questionne, tu vois, et même mes fiches de paie arrivent, sont comptées de dimanche en dimanche, et je suis vraiment en mode genre étrange, tu vois, étrange, et ça coupe. Alors, le est-ce dimanche qu'il y a soir. un blues du samedi soir? À creuser. Après, le samedi soir, non, le samedi tu soir, sais que le lendemain, tu te lèves pas. Cool, mais du coup, ce que je veux dire avec l'aspect sociologique du dimanche soir, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissée. Beaucoup, les moments de ma vie où j'étais en mon bad, en PLS, la veille du lundi, ou en allant travailler, en n'étant pas content d'aller travailler, en ayant plein de bonnes raisons de ne pas y aller, parce que parfois ça a été des climats nazes et violents, etc. Et tu vois, je me disais genre, comment est-ce qu'on se met... Il y a plein de raisons, sociologiques, sociétales, financières, etc. Mais tu vois, comment est-ce que dans la courte période de la vie, on se dit tous le dimanche soir, on est en PLS, mais voilà, c'est comme ça, on va bien travailler. Alors que c'est une partie intégrale du week-end. Ça fait partie du week-end, il y a plein de choses à faire. Et puis ça questionne à la relation du travail, tu vois, ça questionne à comment... Enfin, tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a amené à voyager et partir et être en mouvement, c'est certainement à cause de mes expériences professionnelles qui, au-delà de ne pas avoir été ouf, sont en plus ultra questionnantes sur est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie, tu vois. Est-ce que j'ai envie que mon planning il soit fait. Est-ce que j'ai envie de savoir où je suis dans un an. Moi, tu vois, par exemple, cette question-là, elle m'angoisse. Et ici, c'est pour ça que je suis toujours dans un truc assez agréable, c'est qu'en fait, je ne sais pas. Moi non plus. A priori, je viens d'investir dans un four et un canapé. Il y a peu de personnes qui aiment. Qui vivent ça, ouais. Mais après, qui veulent le faire aussi. Mes potes qui sont dans leur vie avec des échéances très déterminées ne savent pas non plus de quoi demain est fait objectivement. Oui, mais il y a la direction et puis c'est un peu... Je pense que c'est pas genre savoir où tu es, c'est ce que tu devrais vouloir pour dans un an. Il y a un peu cette attente aussi de... dans un an, je devrais... j'ai la progression de la vie, comme toi, tu as dû le sentir en ayant 30 ans et partir voyager, tout ça... j'ai tapé ma crise de... Ouais, c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il n'y a rien d'incroyable, tu vois. En vrai, il n'y a rien d'incroyable de partir, etc. Ça, c'est bien que tu dis ça démystifie un peu le voyage, parce que j'ai l'impression que les gens... Enfin, moi, c'était le cas pour moi, se disent le voyage, c'est quelqu'un qui me fout tout en l'air. Ça veut dire qu'il arrête tout du jour au lendemain. Il va voir son boss et lui dit... Je travaille plus pour toi. Après, dans 2 jours, je suis au Costa Rica. C'est peut-être un peu ça, et c'est très chouette parce que ça fait émerger des moments de liberté. 95%, voilà. 99% du temps, le voyage, ça prend... Ah, pardon. Non, t'inquiète. Ça prend 1 mois au minimum pour organiser tout ça. C'est pas sûr. Juste... Et puis aussi, ce qui est d'assez étonnant, c'est que même si tu pars 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même 6 mois, 7 mois, ou même 1 an, en vrai, dans le voyage, moi j'ai la sensation que c'était très long, mais tu vois, en dehors de ta vie, genre vraiment, si tu quittes ton job pour partir 3 mois en vacances ou en voyage, franchement, tu vas revenir, ça va être... Enfin, rien ne va avoir changé, ça va être... Tu vois, c'est pas si ouf. Enfin, tu vois, et puis le changement, il est vite rattrapé. Ouais, ta vie, elle se remet bien vite comme il faut. Et d'ailleurs, c'était assez étrange d'expérimenter ça entre le retour d'Amérique du Sud et le départ du Canada. C'était vraiment... une double sensation de « Oh putain, je suis trop content d'être rentrée », mais la flamme... Pas si vite. Oui, c'est ça, la flamme, la joie des retrouvailles, c'est un feu de paille. Ça dure 1 jour, 2 jours, même pas. Ça dure la première soirée que tu revois tes potes. Après, tout redevient normal. Et encore une fois, le voyage n'existe pas pour les autres. Donc,
y a des gens qui vont être intéressés, qui vont te demander ah oui et ça, mais tu vois, C'est ça vrai, se limite. c'est vrai, ça c'est un peu un problème, je pense, pour les voyageurs, pour les premiers voyages. Après, tu comprends que Oui, les gens s'en foutent bien de ce sûr. que tu as fait. Oui, mais bien sûr. Tu l'as Moi fait j'étais pour toi, partie, ils quoi. savaient même pas où j'étais allée. Ouais. Et c'est très ok. Enfin, tu vois, genre. Ouais, il faut vraiment être. Mais je trouve, du coup, c'est plus questionnant sur le voyage seul. Genre, là, je suis pas partie seule. Quand je suis allée la première fois au Canada, j'étais partie seule. Je trouve que c'est plus questionnant aussi. Parce que quand tu partages avec quelqu'un, bon, bah, Oui, ça oui, existe oui. avec la personne ou les personnes avec qui t'es Oui. partie. Mais par contre, quand tu pars seule, c'est vraiment. Enfin, toi, c'est une expérience qui est ultra forte. Mais en Mm. plus de ça, le retour, je trouve que c'est aussi Mhm. une autre expérience parce que là, ça n'existe que pour toi. Enfin, ça Ouais, existe avec c'est les ça, gens que t'as c'est- partagé sur place. Les gens, Mais pas, ils le verront dans comment t'as grandi, Oui, comment t'as ou les t'as photos changé. Instagram. mais Ouais. mais c'est tout, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et après, il y a une autre chose qui me questionne aussi super fort, c'est comment est-ce qu'on choisit nos décisions, enfin nos Les destinations, destinations pardon. Ah Et- ouais, ça te. Mais en fait, ça me questionne Ça te fort trouble parce qu'en fait, je pense que moi, j'ai un... Tu vois, genre, je me suis rendu compte de ça, minute dramatique, mais je suis une personne blanche, européenne, privilégiée, et mon plus gros voyage, c'est l'Amérique du Sud, et mon immigration, parce que j'avoue que j'aime pas trop dire expatriation, parce qu'en vrai, l'expatriation, Ouais, c'est et puis, plutôt au on est niveau tous job, immigrés, blablabla, on est immigré. C'est l'Amérique, tu vois. Genre, je suis pas partie 6 mois au Moyen-Orient, je suis pas D'accord, partie... Tu veux un peu plus d'aventure. Bah, c'est... Quoique l'Amérique du Sud, et c'est vrai que surtout- c'est beaucoup fait, mais c'est quand même. Mais je me différent. demande si c'est pas parce que, en fait, il y a un mouvement colonial qu'on répète, parce que c'est plus simple pour nous Ouais. d'aller dans des espaces c'est qui ont vrai. été conquis, qui ont été abîmés, détruits et reconstruits par des cultures qui sont très proches de la nôtre. J'ai Ouais. adoré Buenos Aires, mais enfin, tu Ouais. vois, c'est une ville, on s'entend, qui n'est pas européenne, mais qui a une Tu culture qui vois porte sa l'influence, charge. j'imagine. Ouais. Oui. Et en Bolivie, au Pérou, tu vois que la société a été complètement envahie de toutes parts, même dans sa Ouais. langue, même dans les langues. En Bolivie, je pense qu'il y a 28 langues parlées, on n'en connaît aucune, on connaît que l'espagnol. Donc, tu vois, il y a un peu ce mouvement. Et aujourd'hui, je me dis, putain, je suis partie en Amérique du Sud. Désolée, je dis beaucoup de gros mots. Je suis Non, partie en n'hésite pas, Amérique je m'en du fous, Sud et c'est à la télé, on n'est pas censuré. On est vraiment, Non, on je n'est pas rigole. censuré. Après, je crois que c'est après quelques minutes sur YouTube. Oui, c'est bon, juste tu peux ça dire, ça va te démonétiser. Non, mais je suis pas Tu pourras monétisé me de couper. base. Donc, c'est pas, y a pas de problème, je suis pas monétisé. Ok. Mais du coup c'est un mouvement que je questionne beaucoup, tu vois. Je suis pas partie. Alors on s'entend, c'est plus facile d'immigrer au Canada, donc forcément tu vas au Canada. Ouais, bah tu vas Mais là où les pourquoi gens c'est sont allés plus- aussi. Et pourquoi c'est plus facile d'immigrer au Canada? Enfin, tu vois, genre. Ouais, Et pour l'instant, ça me questionne beaucoup sur Mhm. ma posture, tu vois, de me dire putain. Et quand tu penses à ça, Ouais. c'est quoi l'alternative? Je l'ai fait quand même, tu vois, donc en vrai, c'est juste une réflexion parce que en Mhm. pratique, qu'est-ce que j'ai mis vraiment en place? Bon, j'ai quand même résisté au capitalisme de Toronto, mais Petite victoire. petite victoire. Mais oui, ça met en place que ça me questionne beaucoup sur ma posture et sur le fait d'être. Et tu vois, de ne pas en tirer. Enfin, j'en tire plein de choses, et de l'immigration et du voyage, mais j'ai pas envie d'en tirer de la fierté ou quelque chose de je suis une meilleure personne parce que moi j'ai osé faire tout ça. Pas du tout, tu vois, parce qu'en vrai. Les routes ont été tracées par des colons, tu vois. Donc, tu vois, je suis vraiment en mode genre, je suis en train d'épouser une liberté que je m'offre, qui a ultra de la force, mais qui en même temps, Ouais. tu vois, qu'est-ce qui est déterminé dans mon choix? Qu'est-ce qui a été déjà Ça facilité? fait réfléchir. Ouais, et ça, c'est fait pour l'instant ce qui me Mhm. Et tourmente. là, si t'as un pays rapidement à donner qui serait à l'encontre de ça, ce serait je dirais le lequel? Moyen-Orient. Le Moyen-Orient. C'est super fort parce que, tu vois, par exemple aussi pardon, quand je suis allée en Amérique du Sud, les peurs qu'il y avait, c'était beaucoup de peur de violence, tu vois, c'était d'avoir la peur de violence. Si je me rends en Afrique ou si je me rends au Moyen-Orient, on va avoir des peurs de mort. Enfin, tu vois, genre dans l'imaginaire, tu vois, t'as une fille qui va toute seule, tu vois, est-ce que En Égypte, une fille qui va ou, toute seule au Maghreb ou au Moyen-Orient ou en Afrique, tu vois, c'est des narratives qui sont toujours encore le micro, qui sont toujours dramatiques, tu vois. Et que l'Amérique du Sud, ça fait moins peur, tu vois. Tu risques d'être braqué, tu risques d'être volé de toutes tes affaires, mais t'as pas, tu vas en Inde, mon Dieu, tu vas être violé. Enfin, tu vois, genre, il y a un peu, les narratives aussi sont différentes. Donc,
évidemment, On je suis connaît moins aussi. Hein. Après, il y a les histoires on connaît moins, qu'on mais parce entend. qu'on n'est pas allé tout détruire et Mais, tout s'approprier Ouais, aussi. après, on est allé au Liban quand même. On s'entend, bien sûr. On est Malheureusement. incroyablement, nous les Européens, on a beaucoup la fait de mal dans Belgique le est allée monde. pas mal en Afrique, j'imagine. Aussi. Après, tu vois, la Belgique, c'est un pays qui est jeune, donc en vrai, on peut s'échapper de plein de colonisations, de responsabilités, mais en vrai, la Belgique n'existait pas. Mais l'Europe, est-ce qu'elle a. Après, est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes affilié aux Hollandais. Pays-Bas, aux Hollandais? Je pense qu'on Parce a que été eux, un ils ont peu pas tout, mal, tu vois. Je pense qu'avec les envahissements, les invasions. les invasions, ouais. Oh, wow. Je vais réécouter le podcast. Les invasions, je pense que la Belgique a été plein de choses. Donc, je peux pas me dédouaner en disant non, mais moi je suis belge, la Belgique n'a colonisé que le Congo, par exemple. Mais oui, tu vois, l'histoire européenne, l'histoire de la colonisation, l'histoire de. Oui, d'aller chez les autres et de s'approprier tout et de détruire tous leurs trucs. Bah, tu vois, je suis un peu en mode oh punaise, mais est-ce que moi, mon mouvement, c'est pas celui-là? Alors, on s'entend, il y a plus l'essence de la colonisation, etc. Mais je vis aujourd'hui sur une terre qui est pas la mienne et qui a été spoilée, qui a été volée, malheureusement, ouais. Carrément même. Donc, ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un peu aussi cette réflexion que j'ai par rapport au fait d'avoir. Et en même temps, tu vois, alors quoi? Bon, bah non, je ne voyage pas. Et je reste en Belgique parce que c'est ma terre et que je purge la peine de ne pas pouvoir aller dans le monde. Évidemment que c'est pas ma posture, c'est pas toi qui l'as fait. Non, mais ouais. Et ça, c'est vrai que... Et alors, par exemple, en Amérique du Sud, ça a été ultra questionnant aussi tu vois, d'arriver avec toutes mes excuses, entre guillemets, et de rencontrer des personnes qui sont en fait... Enfin, tu vois, ceux qui peuplent l'Amérique du Sud, c'est les descendants. Ouais. Et après, on s'entend, il y a aussi des descendants des personnes des Premières Nations qui étaient là. Mais c'est des personnes dont les ancêtres ont dû se soumettre, ont dû composer, Tu vois, donc c'est aussi très étrange parce que je pense qu'aujourd'hui, t'as plus moyen de t'excuser auprès des personnes. Alors, on s'entend, il y a encore plein de Premières Nations qui existent. Désolé, mais c'est vrai que... Ça change pas les faits. Oui, non, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, est-ce que dans les mouvements d'immigration, de voyage européens, il n'y a pas certains pays qui échappent aux destinations parce que c'est des pays qui n'ont pas été conquis, qui n'ont pas été abîmés, etc. L'Asie, et donc, par exemple. Ouais, et donc on les connaît pas, et donc on n'y va pas parce qu'il n'y a pas les liens, les connexions qui sont faites avec ces pays-là. Ouais, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Asie. Oui. Et puis après, toutes les narratives qu'il y a autour, tu vas aller en Afghanistan, tu vas aller en Irak, tu vas aller... Après, il y a des pays où c'est... moi, j'ai une amie qui a fait Bruxelles-Tokyo à vélo. Incroyable. Ouais, et elle est passée dans plein de ces pays. Je m'en suis pas remis depuis. Oui, Manon, je t'embrasse. Wow. Mais oui, ouais, non, franchement, c'est... Et tu vois, elle y est allée à un vélo. Elle a réussi. Et elle a réussi, donc... Et est-ce que tu as eu des échos de comment c'était pendant... Elle a fait un film que je vous conseille, ça s'appelle Women Don't Cycle. On peut le mettre en description. Et ça, je trouve que ça ouvre la voie à plein de choses, tu vois. Ça ouvre la voie à tiens, c'est des endroits qu'on n'a pas... Bon, sa démarche, c'est aussi de prouver que tu peux voyager sans prendre l'avion. Donc, j'ai pris l'avion pour aller en Amérique et pour aller... C'est très fort pour elle, mais je prendrai encore l'avion. Mais oui. Mais après, voilà, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Mais tu vois, c'est aussi... Ça ouvre la voie déjà au voyage en tant que tel, au voyage quand on est une femme. Et... Non, tu peux dire meuf. Et au voyage... J'allais dire meuf. C'est le verlan de femme. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. À l'envers. À l'envers. Meuf. Ouais. Femme, meuf. Femme, ça donne meuf parce que à un moment, il y a un U qui s'est rajouté. Je pense que c'est phonétiquement. Ouais. Tu peux le dire. Mais oui, meuf, c'est terrible, je dis ça. Ma mère déteste que je dise ça, mais je dis ça à chaque fois depuis des années. Ça fait partie de notre culture. Oui, c'est au bout d'un moment. Mais donc c'est une meuf qui a fait ça et je trouve que ouais, il y a une vraie... Oula, pardon. Il y a une vraie ouverture... pour aussi découvrir ce que c'est le Moyen-Orient, cette culture. J'ai lu pas mal de récits de voyage de personnes qui ont traversé ces pays. Et en fait, on ne connaît rien. Enfin, tu vois, ou moi, je ne connais rien de ça parce que j'ai pas eu accès à cette culture, parce que les récits dont on me parle, c'est... Puis le monde est vaste, donc on peut pas savoir. Le monde est vaste, et l'Europe est raciste. Non, mais... Ouais, si, quand même, un peu. Donc oui, je pense on grandit dans une société qui a tendance à se fermer sur elle-même parce que l'Europe est aussi une puissance historique, culturelle. Ouais, on a et c'est normal, tu vois. On a un peu la narrative de l'Europe, c'est la civilisation qui a été alors que, la comme plus tu me disais, rapide à se on développer. est peut-être pas issus tous d'Europe, finalement. On faudrait décentrer un petit peu. Que les peuples européens, forcément, la vie humaine ne s'est pas développée en Europe. Elle s'est pas développée
à Genève, non, Bruxelles c'est ou ça. Paris. Non, elle s'est Oui, c'est développée ça, en Afrique et ce qui puis est on super a... triste, parce qu'au final, on construit des savoirs et des connaissances sur ce que, évidemment, on connaît nous, mais du coup, qu'ils ont résumé à des expériences de personnes européennes, tu vois, qui sont allées à droite, à gauche, mais qui sont leur expérience, tu vois. Et, Par exemple, les livres que je lis des personnes qui vont voyager au Moyen-Orient ne sont pas des personnes du Moyen-Orient, ce sont des Suisses, des Français qui sont partis, des Françaises qui sont partis. Donc, tu vois, même moi, dans ma posture, enfin, ça, c'est la boîte de Pandore. Après, il y a la langue aussi. Hein. Il y a la langue, après, clairement. je pense pas qu'on puisse démoniser, c'est que c'est pas... diaboliser. Démoniser. Mais Lucas. après, tu vois, c'est que ton Diaboliser cerveau tout ça. fonctionne bien parce que tu crées un mot qui est logique, tu vois. Démoniser, en vrai, c'est... Ouais, c'est l'anglais, logique, exactement. Non, on peut pas diaboliser aussi l'Europe. Enfin, moi, l'Europe, je l'ai dans mon cœur. Pour moi, je suis une des rares personnes, je pense, à avoir un sentiment européen. Enfin, j'en ai parlé à des gens qui m'ont dit que... Non, moi, je me sens européenne aussi. Je me sens pas forcément belge, je me sens européenne. Européen dans le sens où, quand je vois un autre européen, ça clique, ça marche. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a aussi l'effet de la distance. Ouais. Mais après, honnêtement, il y a un peu ce truc de... Tu vois, quand t'es en Belgique ou quand t'es en France, si tu rencontres quelqu'un de ta ville, tu cliques avec. Mais si t'es à l'autre bout du monde et que tu rencontres un Roumain qui est très loin de toi géographiquement, mais c'est un Européen. Tout d'un coup, t'es là, putain, mais t'es mon meilleur pote. Et c'est vrai que aussi la distance, bizarrement, la distance te rapproche, même quand t'es en distance en Europe. Après, oui, évidemment, tu vois, ma posture, c'est pas cracher sur l'Europe, etc. Non, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue parce que pas tout le monde en parle. Puis c'est beau aussi que tu t'en rendes compte parce que ça fait un peu mal. Merci finalement. Les lectures décoloniales. Mais oui, non, franchement, c'est une posture qui est, tu vois, qu'on oublie aussi de regarder. Tu vois, c'est un fait. L'Europe a colonisé plein de parties du monde. Bon, voilà, c'est comme ça. En vrai, pardon pour toutes les personnes qui en ont souffert et qui en souffrent encore. Mais voilà, moi, je peux rien échanger. C'est l'histoire comme ça. Mais bon, après, l'Europe a plein de choses positives et même le fait de rentrer en Europe a amené la comparaison entre l'Amérique du Sud et ce que sera le Canada, etc. Et bien sûr, même en arrivant à Toronto, il y a des différences fondamentales dans la manière, dans l'architecture, dans plein de choses, dans la mentalité. Et c'est pas une est mieux que l'autre, mais c'est vraiment ce questionnement de d'où je viens, tu vois, et d'essayer de dézoomer un peu de mes mécaniques, toujours dans cette recherche de liberté. Mais finalement, est-ce que c'est une vraie liberté, tu vois? Est-ce que est-ce qu'elle vient de moi ou est-ce qu'il y a... T'as amené le podcast et voilà, boum. dans des endroits très philosophiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, penser, c'est quelque chose que je sais un peu trop bien faire dans le sens où des fois c'est trop... parfois il faut stopper le mental. Des fois, le mental... c'est bon. Des fois, il faut faire des choses, sortir de sa tête. J'aime beaucoup l'expression sortir de sa tête. Ouais, sortir de sa tête à fond. Qui n'est pas possible finalement. Parce que ton système nerveux sera toujours en partie dans ta tête. Tu peux en te parlant à toi-même. Tu peux sortir de ta tête en te parlant à toi-même. Tu deviens le... Non, mais c'est juste, ça veut dire faire quelque chose. Stopper le mental. Calmer le mental. Ouais, faut faire quelque chose dans l'action. Avec quel épisode? J'ai vraiment... Je sais pas combien de temps. Il fait noir dehors. Adoré. Alors, il fait noir clair. Je sais pas combien de temps, mais c'est pas très important. Je dis 1h30 à peu près. Mais ça va vite, hein. Ça va vite le podcast, mais t'étais une invitée super. Trop bien, j'étais vraiment content. T'es un autre super. Bah écoute, ça fait plaisir. C'était très cool. Est-ce que y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir 5 minutes ou 10 minutes? On a encore un peu de temps si tu veux. Est-ce que tu as des questions? Ouais, bah... Et tu t'as dit tellement de choses. Non, je pense que t'as N'hésite vraiment... pas à m'arrêter. Non, c'est un plaisir. T'as vraiment bien tout développé sur le voyage. T'es un peu plus loin, toi, dans le voyage que moi. J'ai eu pas mal d'expériences, mais j'ai jamais... Je suis plus âgée aussi. Ouais, il y a ça aussi. Je te bats. J'ai des années de vie en plus. Bravo. Je me soumets. Et du coup, c'est super d'avoir un peu le point de vue. Et j'aime bien comment rapidement t'as dit le voyage, voilà, c'est ça. Faut rester réaliste, c'est pas ce qu'on nous vend dans les pubs, c'est pas non plus la mort. Non, c'est génial. Après, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Ouais, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Je reviendrai, je n'aspire qu'à une chose, c'est recommencer différemment. Je ne referai pas pareil, mais je pense que ça fait partie aussi du truc. Mais oui, il faut... Et non, j'ai une question, je pense. Quand t'as fait du trek en Argentine, c'est quoi le meilleur et le pire moment? Bah alors je vais te délocaliser, je vais te mettre au Pérou. Parce que c'était mon c'était en Amérique. Ouais, t'inquiète. Argentine, c'était plutôt vers
deuxième partie du voyage où D'accord. j'avais su mettre mon corps à l'épreuve sur les montagnes, donc j'étais beaucoup plus en forme physiquement. Donc l'Argentine, les treks ont été assez doux. À part un lendemain de Noël très très arrosé qui a été très, très arrosé, difficile. ça veut dire que vous avez bu de l'alcool. On a bu de l'alcool, beaucoup d'alcool. Et donc une soirée arrosée d'alcool. Ouais, d'alcool. Voilà, arrosé, c'est aussi arroser la plante. Trop, mais... ouais. Voilà. Ouais, on a arrosé nos estomacs et nos foies. Mais donc, le pire trek, ça a été celui... un des premiers, je pense, le premier trek d'ailleurs, qui a donné un chouette ton au voyage, c'est qu'au Pérou, en fait, il y a de l'altitude et il s'avère, pas de bol, c'est la loterie, que moi, je subis extrêmement fort l'altitude. Ah, t'as le mal de l'altitude. Ouais, mais à un niveau, c'était très très dur. Et je pense que j'ai jamais vécu de moment physique aussi difficile de toute ma vie. J'ai cru que j'allais mourir, Wow. tout simplement. Et j'avais des envies de mourir. Enfin, pas de mourir, mais j'avais des envies de... T'étais très mal. Regarde ce rocher, je vais me rester sur ce rocher. Et on va rester là, ça va bien se passer. Donc il y avait vraiment des... Ouais. C'était à quelle altitude ? Alors on venait d'atterrir à Lima, on est resté à Lima 5 jours. Et puis après on est monté à Huaraz, qui est dans le nord, au milieu du Pérou, mais dans le nord de Lima, à 8 heures de bus. Et là, on est arrivé à 3000. 3000, en priori, ça va. Moi, ça m'a terrassé. Donc, on a attendu 4 jours, le temps nécessaire. C'est haut déjà, 3000. Ouais, 3000, c'était intense. Et on était au 5e étage. C'est vraiment le petit détail, mais j'ai l'impression que ces 5 étages m'ont tué. Ça a remué le couteau dans la plaie. Et du coup, on a fait un trek d'acclimatation. Donc, quand tu pars en altitude, ils conseillent quand même de faire des treks, de monter en altitude la journée, de redescendre, dormir plus bas le soir. Et comme ça, ça te permet de palier par palier de monter, tu vois. Des étapes. Donc, on a suivi les guides, on a fait ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire de faire des randonnées d'acclimatation. Et donc on est parti pour le trek de la Laguna 69, qui est magnifique. Vraiment, c'est un trek sublime. Donc j'ai pu, du coin de l'œil, quand même me rendre compte de la beauté et de la grandeur des espaces que j'ai vus. Et en fait, on a commencé par une petite route dans les virages de 2 heures dans une camionnette. Donc déjà, ça ne met pas dans des bonnes conditions. Et après, on a commencé à monter. En fait, moi, je me sentais déjà pas bien, je pense, dans la voiture. Puis le premier plat, je me sentais super mal. On a commencé à monter. Ça a été... Vraiment, chaque marche a été une lutte horrible. Donc, et alors, c'est assez marrant parce que pendant par combien de temps, tout ça ça a duré 5 heures en tout. 3 heures de montée, 2 heures de descente. Et le trek, tu vas peut-être y venir, mais le trek, il durait plusieurs jours ? Non, en gros, c'était... le trek arrive après, mais je ne spoil pas les auditeurs. Vas-y, et du coup, donc je monte, enfin, c'est terrible, je monte... Mais tout le monde, personne n'allait vite. À ta mort. Genre, tout le monde comme s'il était sur une feuille de plastique qui te tend et que tu dois lutter pour avancer. Donc personne ne double personne parce que tout le monde avance très très lentement, il n'y a pas d'oxygène. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il faut s'arrêter. Il faut pas forcer parce que plus tu montes, plus pire c'est. Donc, quand tu arrives au sommet, c'est pas la libération, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par palier, tu sens mal de tête, vomissement, vertige, pensée dépressive. Et en fait, tu sais, moi, par palier, je savais dire, à terme, dans le voyage, je savais dire à quelle hauteur on était. Parce que dans le bus, j'avais mal au ventre et donc je savais que c'était 4000 mètres. Après, j'avais mal à la tête, donc je savais que c'était 4500. Et du coup... c'est haut quand même. Ouais, c'était intense. Et donc, on est arrivé à 4600. Et là, ça a été vraiment le terrassement, quoi. J'ai l'impression d'ailleurs avec le souvenir que j'étais toute petite, quoi. Comme si j'étais un peu écrasée sous deux trucs de plomb. Et on est resté 1 heure, donc tout le monde faisait des photos. C'était très frustrant en plus parce que je voyais des personnes qui étaient en moins bonne condition que moi et qui sautillaient sur les rochers et prenaient des photos sublimes. Et moi, je me sentais, j'ai pas pu manger, donc j'étais à jeun. Ça a été vraiment très très dur. Et la descente, le guide est resté avec moi en mode genre tu descends, je te surveille. Ouais. Parce que moi, je voulais m'arrêter et rester là et ne plus bouger. Égale mourir. Et j'ai fini par savoir redescendre et quand je suis arrivée en bas, j'ai fondu en larmes, mais genre vraiment des larmes de détresse, je pense. Et puis après, du coup, le lendemain, on partait pour le trek de 5 jours. Je me suis pas réveillée et je suis restée dans un espèce de, pas du tout de coma, mais tu vois, de fatigue. Et en fait, je ne suis jamais partie à mon pire trek. Parce que ça aurait été ta mort. Ça, ouais, je pense que c'était... Moi, je voulais y aller, mais je pense que c'était mon ego, tu vois, qui voulait y aller. Et moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'être là-dedans. Donc, le plus beau trek, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais... Oui, mais en même temps, ça aurait été... C'est comme, je sais pas si tu connais l'histoire en 1996, les alpinistes qui sont montés à l'Everest. Ouais, si.
Non, Oui, ils auraient dû rester en bas. C'est un film qui me... Enfin, tout ce qui est... Mais de toute façon, déjà, les forces de la nature, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. Terrifiant. Ça me terrifie, Terrifiant, exact. ouais. Genre, je vois à la mer, tu sais, les vidéos où tu vois les bateaux déjà avec des vagues gigantesques. Ça me terrifie. Genre, je sens que j'ai une peur dans mon ventre. Et là, d'ailleurs, ça a été très, très... J'ai une amie à moi qui m'a dit... T'as pas voulu t'arrêter, parce que c'est vrai que j'ai couru partout avant de partir. Et t'as pas voulu t'arrêter, c'est la montagne qui t'a arrêté. Ouais. Et j'ai vraiment cette sensation d'avoir un géant qui... Et pour T'es qui plus je me fort que- prends, plus ouais, fort c'est que ça. toi, Et pour qui ouais. moi je me prends d'y aller. Et vraiment, je me suis sentie écrasée, quoi. Je me suis sentie écrasée très très fort. Évidemment, c'est l'altitude, le manque d'oxygène, donc la science l'explique très très bien. Mais il y a une part de moi qui a senti la montagne, quoi, qui a senti qu'en fait non, la nature me disait non. Tu Ouais, retournes, tu recommences ça à zéro, rend tu humble. réfléchis. Ça rend Ouais. très humble. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de... Et donc j'ai redémarré mon voyage, on a changé l'itinérance et du coup D'accord. j'ai vraiment fait un Bon. palier de palier en palier, ce qui a été très chouette. Le meilleur trek alors. Le meilleur trek, Alors, le meilleur souvenir de trek. je pense que c'est celui qu'on a fait en Argentine à El Chalten, qui est une montagne assez connue, d'ailleurs c'est la montagne du logo Patagonia. Ah, trop bien. Ouais. Donc on est allé et en fait c'est une montagne qui est très haute, je pense que le pic est à 5000 et des, sauf qu'en fait c'est des petites arêtes et donc elles prennent les nuages et elles bloquent les nuages, donc c'est difficile de voir la montagne en elle-même. On a des amis qui sont allés, les pauvres ils ont tout blanc, Dans les ils ont juste la nuages. lagune, mais ils ont vu un puma. Donc on se dit bon ça voilà. va être une expérience quand même. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on trekkait dans toute la région. C'est une région incroyable pour la randonnée. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller, c'est incroyable. Et on campait au bas de la montagne et on hésitait, tu vois. On se disait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Mais il y a 1 heure d'ascension très, très verticale pour arriver à la lagune où tu as la meilleure vue. Et en fait, on a hésité. On a commencé, puis on a arrêté parce qu'on voyait bien que les nuages arrivaient. Et un matin, donc on campait, il était, je pense, 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Mon mec est parti aux toilettes, c'est joliment dit, pour aller près d'un arbre dans la nature. Et il m'a appelé en mode vas-y, grouille-toi, on le voit, on part. Et donc, je pense que 1 minute avant, je dormais, 1 minute après, j'étais sur l'ascension verticale. Et donc, on s'est équipés, on est parti pour la randonnée. Super difficile, en plus il y avait plu un peu donc ça glissait, il y avait des gens qui revenaient du lever de soleil parce que nous on n'avait pas été en mode flemme, on verra si c'est dégagé, on flemme de monter pour rien et en fait on est arrivé tout seul vu que tout le monde était redescendu, enfin tout le monde, il y avait peut-être 35 personnes mais qui étaient redescendues et on est arrivé, c'était incroyable, genre j'ai encore l'image, c'était le lac, enfin la lagune était genre argenté gris comme Génial. ça, un peu épaisse, et vraiment il y avait que nous, c'était Wow, le soleil était levé mais c'était encore tu vois, il était 6h du matin ou 6h30, un truc comme ça, donc c'était encore les belles lumières et tout, ouais, et on a pleuré tous les deux. Oh, c'est beau. Ouais, C'est c'était génial. incroyable, ouais, franchement c'était le plus beau. Ça donne envie de. C'était le de final marcher, incroyable. un peu, ouais. Après on était morts, on est rentré, en plus on s'est trompé donc on s'est pris 30 km avec les sacs en plus. Après je pense qu'on a Ça fait fait 100, beaucoup. on a fait 120 km, on avait 120 km dans les jambes donc on était un peu en mode genre Wow. Et Ouais, ouais. T'es une guerrière quand même. Bah, merci, mon ego est flatté. Mais en vrai, c'est tout aussi facile, tu vois. Tu prends ton sac à dos, tu prends un bus, tu prends un Ouais, faut camping. juste le faire. Tu prends... Ouais, c'est ça. C'est- En vrai, pas il faut se juste laisser le choix faire. des fois. Ouais, aussi. faut y aller. Et puis en fait, vraiment, j'insiste, le plus dur, c'est d'y aller. Parce qu'une fois que tu y es, tout se déroule assez Il y a facilement. l'inertie qui te prend. Et puis, il y a plein de gens qui font ça. Donc, en fait, sur la route, tu vas rencontrer plein de personnes qui font exactement comme toi. Mhm. Et donc, qui vont te donner des conseils que tu vas retrouver aussi. Nous, on a eu la chance de vivre la Coupe du Monde de foot. Je suis pas du tout dans le foot. Mais en Argentine, c'est quand même biblique. Ouais, tu m'avais raconté. Et donc tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir la vie normale, tu vas faire tes courses, tu vas booker ton Ça, bus. j'adore faire mes courses en voyage. Je sais pas pourquoi. Et J'adore aller dans des- les supermarchés en voyage, prendre mon petit caddie, Ouais. mon petit sac et puis. découvrir tous les articles. Waouh, tout ce qu'ils ont Ouais. ici, tout ce qu'ils n'ont pas, Oui. les marques, les prix. Je sais pas pourquoi. Donc en vrai, le voyage, vie normale. Des supermarchés normaux. Ouais. C'est vraiment... C'est des gens qui vivent. Ça bouge juste tes préoccupations. Par exemple, manger, boire de l'eau, dormir, ça devient des choses très très importantes dans ta journée. Donc tu prends du temps pour planifier où tu vas dormir, pour décider quand tu vas recharger tes gourdes, décider... Donc il y a plein de choses de la vie, de notre vie ici qu'on oublie de penser parce que en fait je vais ouvrir le robinet, j'ai de l'eau et je me pose pas la question d'où je vais dormir, mais donc là ça prend plus de place, mais c'est la vie normale en vrai, c'est la vie normale. Ouais. J'adore.
Écoute, vraiment un super épisode. Trop bien. J'ai bien aimé aussi. Je te laisse, si tu veux, 30, 60, 1 minute ou 2 minutes pour donner un message aux gens qui nous écoutent. Si tu veux. J'ai pas trop de données sur qui nous regarde, mais c'est des gens qui apprennent le français. Peut-être pas tout le monde. Commentez sur YouTube si jamais. Oui, dites-nous qui vous êtes. Ouais, dites-nous qui vous êtes. Présentez-vous dans les commentaires. Je dis pas ça parce que ça va beaucoup aider le référencement. Ouais, si mettez les commentaires. Non, lâchez les pouces bleus. Non. Je veux vraiment savoir qui m'écoute. Sur Spotify, vous pouvez à la fin laisser un commentaire. Profitez-en pour dire d'où vous venez, qui vous êtes. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qu'on ne connaît pas? Dites-moi qui vous êtes. Qu'est-ce que j'aurais à dire? J'aurais à dire que ce serait cool de savoir les âges, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour ne pas s'oublier. Essayez de vraiment écouter la petite voix dans votre tête. Essayez de sentir, de vous sonder où est-ce que vous avez envie d'être et d'aller. C'est pas tant qu'est-ce que vous avez envie de faire ou qui vous avez envie d'être. C'est plutôt qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce que vous avez envie? Donc s'écouter. Libérez-vous et écoutez-vous. C'est super. Merci beaucoup. C'est so cheesy. Non, t'inquiète. En vrai, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné il y a 2 ans et du coup, je repartage. On partage du coup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Une tradition sur le podcast, c'est juste qu'on dise à bientôt ensemble. Donc à bientôt. À bientôt.